On l'a déjà fait plein de fois, vous avez l'habitude. Bah oui, Bah c'est bon. écoutez, on est en live, on est toujours sur Gamers Voice, donc sur Facebook et sur Twitch. Twitch c'est Team Gamers Voice. Aujourd'hui, on est notre deuxième journée de la GeeksCon 2020 et je suis avec deux personnes. Donc je suis avec Alex et Kerim, avec qui tout simplement on va Bonjour. parler impression Bonjour. 3D et modélisation. Alors ça se voit pas forcément là tout de suite à l'image, mais sur la table devant Kerim, vous avez quelques figurines qui sont posées. Là justement Kerim vous les montre. Alors tout simplement avant qu'on commence, ben Alex, Kerim, vous pouvez vous présenter peut-être rapidement. Euh, D'accord, ouais. Alex, à toi l'honneur. D'accord. Alors moi je me présente, je m'appelle Alexandre Adler. Je suis caractère artiste junior. Donc mon boulot en somme c'est de modéliser des personnages en 3D, de les rendre après optimisés pour du jeu vidéo, des fois de mettre des bones et de faire un peu d'animation. Voilà. Moi, je m'appelle Kérim. Mon surnom, c'est Drake. Ça fait 5 ans que je fais dans l'impression 3D. Je fais pas de modélisation comparé à Alex. Je m'y connais quand même pas mal dans tout ce qui est fil, etc. D'accord. Ok, super. Donc là, en fait, on va parler impression 3D, modélisation. Alors, je vais vous montrer à l'écran, normalement. Voilà, ça s'affiche. Vous avez Alex, en fait, qui est en train justement de faire une modélisation 3D d'un visage, qui sera un peu le fil rouge de notre discussion. Alex, est-ce que tu peux dire un mot rapide déjà sur ce que tu es en train de faire? Alors, pour les précédents lives, on avait montré les bases de comment se servir de ZBrush pour modéliser un visage assez facilement avec les différents outils. Et là, aujourd'hui, on va continuer sur ce visage. On va surtout parler des yeux, qui sont quand même, comment dire ça, quelque chose d'assez compliqué à faire parce qu'il y a deux écoles. Et je vais montrer une technique assez facile pour comment faire un œil avec les paupières et tout ça, en fait. Ok, super. Bah écoute, donc ce sera un petit peu le fil rouge du live où on va revenir dessus de temps en temps. Là, je reprends en mode normal. Euh, on va commencer avec la partie impression 3D. Kérim, peut-être qu'on peut commencer. Tu as justement ramené des figurines. Déjà, est-ce Ouais. que tu peux les présenter? Et ensuite, peut-être pour ceux qui découvrent l'impression 3D, justement leur expliquer combien de temps ça t'a pris de le faire et comment ça fonctionne peut-être de manière un peu plus concrète l'impression 3D. L'impression 3D, déjà, on va expliquer le simple. C'est une succession de couches. Pour faire simple, je vais donner une méthode toute simple. C'est comme si tu empilais des feuilles de papier, mais sauf que les feuilles de papier ont à chaque fois une autre forme prédéfinie ou autre, qui au final vont donner autre chose. Sauf que là, au lieu que ce soit du papier, c'est du plastique. Et le plastique en question, c'est comme pour toute imprimante. Ça, ça s'enchaîne en couche, en couche, en couche et encore en couche. Et donc du coup, ce qui arrive, c'est que au final, on peut obtenir des formes comme par exemple, attends, est-ce qu'on le voit bien à la cam? Ouais, c'est bon, on le voit bien à la cam. Comme le bébé Yoda. C'est l'une comme l'autre. On a un bébé Yoda et une Lara Croft. Une figurine comme l'autre a pris une semaine d'impression. J'en ai eu pour une semaine d'impression, l'une comme l'autre. Après, avec les détails ou autres, parce qu'il existe aussi différentes tailles d'impression. Moi, je vais de 0,1 qui est l'impression haute qualité jusqu'à 0,25 qui est du très épais, on va dire, qui met de très grosses couches.
Et en fonction de ça, bah, le temps peut varier. Par exemple, oui, là, bébé Yoda, je l'ai fait en une semaine, mais si par exemple je l'avais fait uniquement en 0,25, je l'aurais peut-être fait en 3 jours, juste pour donner l'idée. Ouais, bah écoute, c'est cool. Et pour ceux justement qui découvrent un petit peu l'impression 3D, il y a souvent, tu sais, voilà, au niveau des machines qu'on peut utiliser. Alors toi, je sais aussi qu'Alex, tu t'y connais, donc tu pourras aussi intervenir. Au niveau des machines, c'est quoi comme machine que tu utilises? Et au niveau des coûts aussi, par exemple, la machine que tu utilises, combien tu l'as achetée? Et est-ce que tu as des machines qui peuvent être abordables justement aussi pour les personnes qui nous regardent, qui aimeraient bien se lancer là-dedans? Dans l'impression ou la modélisation? Là, plutôt dans l'impression. Alors pour l'impression, nous on n'a pas encore d'imprimante, on aimerait bien s'en acheter une, mais c'est vrai qu'on peut trouver des machines très abordables, hein. Ça peut aller de 50 à une centaine d'euros et qui fait déjà du bon taf quoi pour l'impression. Franchement, oui, bah. Après, ça dépend. Si tu. Il y a différents types bah, d'imprimantes, enfin, d'origine plutôt. Si tu prends une imprimante française pour faire comme moi je fais des assez grosses tailles, il y en a pour. Vraiment, elles coûtent assez cher. J'en ai vu quoi? C'est par exemple les Ortrax qui sont aux alentours de 2000 à 3000 € la machine de base. Quand tu compares que moi derrière, bah. J'ai la machine que j'ai, elle est chinoise, elle m'a coûté que 250 euros. Et j'ai un espace de travail de 30 cm sur 30 cm en long et en large et allant jusqu'à 40 cm de haut. Ouais, c'est une bonne bête quoi. Voilà. Alors, je me permets juste parce qu'il y a 2 ou 3 ans, nous, on avait acheté une machine qui était à peu près du même calibre que celle que tu viens de décrire, dans les 2000 €. Bon, c'était une machine fabriquée aux Pays-Bas, mais effectivement, à l'heure actuelle, le prix des machines a beaucoup baissé. Et enfin voilà, on peut se procurer des machines de manière beaucoup plus rentable maintenant que ce qui se faisait à l'époque. Et justement, ce qui est intéressant, c'est aussi que le prix continue de baisser. Et ça permet vraiment aussi au grand public de pouvoir se mettre à l'impression 3D. Et je range juste ça. Et je vous propose de passer sur la partie modélisation, où Alex, tout simplement, tu peux nous dire ce que tu comptes développer là pendant le live. Bah, pendant le live, on va s'occuper surtout de la partie yeux. J'avais déjà fait un live dessus, mais je l'avais fait très rapidement pour montrer quels outils utiliser, comment faire. Et là, je vais montrer vraiment pas à pas comment on peut faire des yeux vraiment facilement. Et je vais peut-être pas dire rapidement parce que c'est toujours laborieux de faire de la 3D. Faut être vraiment doux avec ce genre de machine parce que je vous explique en fait, ZBrush est un logiciel qui fonctionne avec une tablette graphique et qui comprend la pression du stylet. C'est-à-dire que si je caresse mon modèle quand je dessine, on peut voir des formes très douces. Et si j'appuie trop fort, là, ça fait des gros pâtés vraiment monstrueux. Comme dit, l'art est douceur, l'art est précision et temps en fait, hein. D'ailleurs, on peut le voir sur des challenges, ce que font certains dessinateurs. Ils font 3 cases et ils font un dessin fait en 10 secondes, un dessin fait en 1 minute, un dessin fait en 10 minutes. On voit qu'en 20 secondes, il y a quelques traits vite fait, bien faits. En 1 minute, il y a un peu de détails. En 10 minutes, il y a beaucoup plus de détails, quoi. La 3D, c'est pareil, il faut prendre du temps pour modéliser, pour avoir un résultat très propre, très lisse, des formes bien tendues et une silhouette parfaite. Donc pour les yeux, c'est tout simple en fait. Dans le corps humain, nos yeux, ce sont juste des sphères qui sont
si je peux le dire comme ça, encastrés dans nos orbites et qui sont recouverts après de deux fines couches d'épiderme qui sont donc les paupières supérieures et inférieures. Si on rentre dans le détail, il faudrait mettre la glande lacrymale au coin de l'œil à l'intérieur. Mais si on fait du semi-réaliste ou du stylisé ou du cartoon, généralement, on peut oublier ce petit détail, quoi. Donc, les yeux que j'ai fait ici, tout simplement, hein, j'ai pris des sphères en 3D que j'ai mis dans les orbites de mon crâne. Et là, je vais créer les paupières. Alors, il y a deux écoles, comme je l'avais dit. La première école, certains vont mettre les sphères et après vont sculpter, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une brush. Alors, dans ZBrush, il y a des raccourcis. Pour avoir une brush, donc un pinceau, c'est tout bête, c'est B. On voit qu'il y a une palette qui s'ouvre avec tout un tas d'outils. Et moi, ce que je veux, c'est rajouter de la matière. Donc, je vais aller dans l'outil C, qui sont les outils Clay. Donc, clairement, Clay, si je me trompe pas, c'est de la glaise, hein, c'est de la terre ou de la Oui, boue, c'est quoi, ça. je crois. C'est Ouais. ça. Clay, c'est de la glace, c'est glace. C'est D'ailleurs, comme pour- Clayface dans Batman. Exactement, c'est ça. Il y a quelques petits raccourcis comme ça où on peut dire, voilà, Clay, c'est glaise, quoi. Alors, il y en a plusieurs. On a le Clay standard, le Clay build-up, le Clay tube, le Clay tube constante. Alors, celui-là, il est nouveau parce que je suis sur l'ordinateur de ma conjointe et elle a la dernière version de ZBrush, donc il y a des outils qui se sont rajoutés. Celui-là, je m'en suis jamais servi. Le Clay, lui, il est vraiment, voilà quoi, ça rajoute de la matière assez arrondie. Il est un peu utilisé par les sculpteurs de temps en temps. D, C pour Clay. Alors, D, C. On a le Clay Tube qui, lui, va rajouter vraiment de la matière en grande quantité. Celui-là, on l'utilise surtout pour quand on veut rajouter des formes. Hein. Si, par exemple, je voulais lui rajouter un truc tout bête, un peu comme Hellboy, des espèces de petites cornes, ben voilà. Je vais rajouter des gros pâtés de terre. Et on a le Clay Build-Up qui, lui, est très utilisé. Alors, lui aussi, il fait des pâtés. Mais en fait, lui, il va toujours combler les manques entre chaque coup de brush avant de rajouter de la matière. Lui, il est très utilisé par la plupart des sculpteurs. Alors, comme j'avais dit, certains, ce qu'ils vont faire, ils vont venir sculpter les paupières par-dessus nos globes oculaires. Mais c'est une technique que je n'aime pas beaucoup parce qu'on a très peu de contrôle après sur sa matière. Et c'est un peu handicapant, je trouve, pour moi. Et surtout que quand je dessine, ben, je ne dessine pas les yeux comme ça. La plupart des dessinateurs, ils dessinent les paupières, après ils placent l'iris et la pupille. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir l'œil à part. Et en fait, comme je l'ai dit, notre œil, c'est un globe avec de l'épiderme. Alors, tout ce que je vais faire, je vais aller dans des outils qui s'appellent les subtools. Alors, les subtools, vous voyez là, je voyais la tête, les yeux, les oreilles. En fait, c'est des calques qui vont être les différents objets qu'on va utiliser pour travailler, mais on va les mettre à part. On pourrait tout mettre ensemble, mais des fois, c'est problématique à travailler. Des fois, c'est mieux d'avoir beaucoup de subtools à part pour les travailler indépendamment et après les fusionner à notre modèle. Donc là, j'ai mes globes oculaires. Je vais aller là sur Duplicate. Donc je vais les dupliquer. Alors, je regarde, c'est lui, ouais, c'est bon. Et je vais activer ce petit outil qui est Draw Polyframe. Alors lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il montre l'objet avec son maillage et avec une couleur qu'on peut changer en CTRL-V. Alors,
là, ce que je fais, c'est je crée des polygroupes. Alors, les polygroupes dans ZBrush, c'est beaucoup utilisé. C'est en fait créer différents groupes à partir du même objet qu'on va pouvoir après par la suite isoler et travailler à part ou alors les séparer. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais appuyer sur CTRL, masquer la partie supérieure de mon œil. Alors, on va aller un peu plus loin. Voilà, comme ceci. Et je vais faire CTRL-W. Et là, on voit qu'il a fait une couleur différente. Et en faisant CTRL Maj, après, je peux les isoler. Mais là, ce que je veux les séparer. Je veux que la paupière supérieure soit un objet à part, la paupière inférieure, un objet à part. Je retourne dans mes subtools. Je vais aller sur l'onglet Split, clairement qui veut dire séparer. Et là, on a plein de petits boutons. On a Group Split. Donc justement, ça va lui dire, tu vois, j'ai deux groupes différents. J'aimerais que tu me fasses deux sous-objets de ces deux groupes. Split to Similar Part, on l'utilise pas trop. Et on a aussi Split Mask et Split Unmask. Ça, c'est quand je fais ces espèces de masques noirs, là, vous voyez, quand je fais CTRL et que je tire cette forme, je peux avoir, j'assombris ce que j'ai sélectionné. Et là, si je lui dis Split Mask, il va comprendre que ça, c'est masqué, je dois le séparer. Mais on n'en a pas besoin vu qu'on a fait des groupes. Donc, groupe Split. Là, il me dit, cette opération n'est pas annulable. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le faire? Je lui dis OK. Et là, boum, on voit qu'on a les deux groupes qui ont été créés en sous-objets et qui sont à part et qu'on va pouvoir travailler indépendamment. Alors là, Je me permets juste d'intervenir. Justement, oui. Modélisation 3D, impression 3D. Je sais que Kerim, lui, par exemple, il achète souvent des fichiers 3D. Qu'est-ce que tu penses justement du travail d'Alex sur la création Honnêtement, il a beaucoup de talent. Il pourrait les commercialiser ces fichiers. Je vais donner juste un exemple. Alors attends, je vais t'en envoyer un. Voyons voir, c'est lequel que je voulais envoyer. Ah bah oui, celui-là. Je t'envoie ça, Lionel, comme ça tu lui transmets. Oui, on va essayer. On va faire de la triple transmission. Alors, attends. Ok, tac, tac. Alors, j'envoie donc ce que j'ai reçu. Et en espérant que, Alex, tu vas pouvoir l'afficher. Bah, je vais devoir le regarder sur le téléphone portable. Ouais, c'est pas grave. Tu peux te connecter avec ton téléphone aussi. Alors, oui, je vois parfaitement. Donc maintenant, ma question, Alex, est-ce que toi, tu te sentirais capable de faire un truc comme ça? Alors, c'est clairement de la modélisation réaliste. Je ne me suis jamais vraiment intéressé à ça. Alors, pourquoi je ne m'y suis jamais intéressé? Parce que j'ai une vision de l'art un peu, entre guillemets, on va dire, très... Conceptuel. Même pas conceptuel, mais très ancré. C'est-à-dire que je suis un grand fan de beaucoup de dessins de... alors, je vais peut-être écorcher son nom, mais il s'appelle Tarkovsky, si je ne me trompe pas, ou Tarkarovsky. C'est le gars qui a fait tout ce qui était laboratoire de Dexter, Samurai Jack, et qui avait fait... Tarkovsky, c'est toi qui as raison. Et qui avait fait l'excellente série The Clone Wars en dessin animé. Son style graphique avait beaucoup été critiqué parce que mais c'est des styles graphiques un peu trop simples, un peu cartoonisés, un peu trop carrés et tout ça. Mais le gars avait une excellente technique d'animation et je trouve ça génial de voir des gars qui arrivent à prendre quelque chose qui est quand même réaliste à la base, parce que c'est un film, qui le dessine en version cartoon, qui arrive à faire comprendre quel personnage est quel personnage, et avec un style graphique à lui. Le réalisme, je suis un peu contre, parce que c'est une copie de la réalité, en fait. Il n'y a pas vraiment de...
on va dire, de création personnelle, quoi. Il n'y a pas une patte graphique personnelle. Maintenant, il faut reconnaître que modéliser du réaliste, c'est un travail de titan. Et les gars qui font ça sont des bêtes parce que ça demande une énorme connaissance anatomique, ça demande des connaissances monstrueuses et une justesse de travail de dingue, quoi. Si je prends le film Terminator, alors que je me trompe pas, Le 1, le 2, le 3, le 4. j'essaie de me souvenir celui-là où ils avaient mixé le 1 et le 2 en fait ensemble, avec où John Connor était un Terminator, était devenu un Ah, Terminator. c'est le 5, Ah, le le dernier qui est 5, c'est le sorti. Genesis. Avant Ouais, Darwin. voilà. Eh ben, ils avaient fait un modèle jeune de Arnold Schwarzenegger en se basant sur son visage et en devant et il devait Et c'était étudier dans le 4. aussi, ouais, il l'avait aussi fait dans le 4, ouais. Et ils avaient dû en fait refaire tous les transferts sanguins du visage et tout ça pour que savoir comment les muscles influençaient sur tous les trucs, quoi, sur tous les muscles et tout ça, les yeux et tout. Il y avait un travail de malade. Je vais pas critiquer les gars qui font du réalisme parce que c'est un travail de malade, mais je préfère l'art plus stylisé en fait. Je vois le truc. Bah attends, là j'en ai un autre qui est donc, si j'ai bien compris ce que t'as dit, ton truc à toi ce serait plus. Allez, triple transfert. Est-ce qu'au moins il passe? Est-ce qu'au moins il passe ou est-ce que je vais vraiment devoir l'ouvrir? L'image. Est-ce qu'au moins ça passe? Non, c'est bon, c'est passé. Ok. Donc t'es Alors. plus dans ce style-là. Alors, je vais voir avec le tel. Ouais, là, tu as montré un peu les. Comment ça s'appelle ces espèces de jouets maintenant qui sont très à la mode. Les pop, oui. Les pop. Alors, j'aime le stylisé, mais le pas trop stylisé non plus. D'accord. En fait, par exemple, ouais, comme dit, par exemple, la série en 3D de Clone Wars, je l'adore. J'aime bien aussi tout ce qui est un peu anguleux, quoi. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre comme référence Planetary Annihilation, qui est simple mais qui est super cool. Je n'aime pas le jeu Fortnite, mais graphiquement, ça va dans mon sens. Qu'est-ce que je pourrais citer d'autre Félicitations d'avoir la force de dire que tu n'aimes pas Fortnite. J'aime Alors- pas non plus et je l'assume. Alors, Félicitations d'assumer. ouais, mais pourquoi j'aime pas Fortnite c'est en fait, je n'aime pas ce que tout le monde aime, en fait. c'est un peu voilà quoi. C'est que c'est un peu mon petit côté râleur et on va dire entre guillemets, excusez-moi le mot, mais chiant quoi de mon caractère. C'est que je ne suis pas les phénomènes de mode, que ce soit au niveau du jeu vidéo ou à tout autre niveau, même musical ou des trucs comme ça quoi. T'inquiète, je te comprends totalement. Bah, Mais grave. je suis pas sur Fortnite non plus, hein. Comme beaucoup de personnes en fait. Alors bon, c'est un peu contradictoire parce que je dis que j'aime pas ce que tout le monde aime, mais par exemple, j'aime bien Pokémon. Et il y a beaucoup de gens qui aiment Pokémon, mais j'aime pas moi. Pokémon. Moi, j'aime bien Pokémon Ouais, parce que il y a des gens qui disent, mais c'est un truc pour les gamins. Je dis, viens, joue en compétitif, on va voir si c'est pour les gamins. Moi, je suis surtout en train de me dire qu'avec la phrase que je viens de dire, je vais pas me faire des amis. Hein. Les goûts et les couleurs. Hein. Oui, oui. T'inquiète pas, pour chaque fan de Pokémon, il y a un anti-fan de Pokémon. C'est ça. Hein. C'est comme Yu-Gi-Oh! Ou des trucs comme ça. Hein. J'aime Yu-Gi-Oh! T'en as beaucoup. Ah, t'aimes Yu-Gi-Oh! Mais pourquoi tu joues pas plutôt à Magic? C'est mieux. Et je leur dis, ouais, non, Magic, c'est pas mon dada. Oui, voilà. Mais après, pour revenir, c'est l'impression 3D. C'est là ce qu'on est en train de dire, c'est que l'impression 3D, c'est uniquement pour les figurines ou autres. Ouais. Mais après, ça peut être utilisé dans énormément de choses. Parce que depuis avant, je le poste devant moi, mais ma coque de téléphone, elle a été faite en 3D. C'est vrai que c'est génial ça.
Voilà, c'est. Sinon, il y a quoi d'autre? Attends, je vais juste demander. Yann, tu peux aller chercher ton masque, s'il te plaît? Voilà, on en avait parlé. Les masques de cosplay, quoi, qui peuvent être faits en 3D. Là, c'est pas les masques de cosplay. Ah, C'est des masques pour respirer. ah aussi, ouais. C'est les masques Covid. Ah oui. Non, Bon, mais- ils sont un peu spéciaux, mais bon, c'est des masques pour respirer. Un Ah oui, tout mais petit peu. Mais après, c'est vrai que pour rebondir en attendant que le masque arrive, c'est vrai que normalement la base de l'impression 3D, si tu veux, c'était pour remplacer des pièces manquantes ou pour pouvoir prototyper justement des pièces. Donc par exemple, si vous avez une machine à laver et que vous avez une pièce qui casse, vous pourriez très bien remplacer la pièce par une pièce faite en impression 3D si vous avez le fichier. Et c'est là aussi où il y a la relation entre on va dire le modeleur et l'imprimeur, c'est qu'il y en a un qui va dessiner la pièce, il y en a un autre qui va l'imprimer. Ah, ça peut être la même personne, ça peut être deux personnes différentes. Et avec l'impression 3D, en fait, soit vous avez des gens qui vont effectivement faire du prototypage. Donc ça, c'est je suis dans une entreprise où j'ai envie de développer quelque chose et je vais imaginer un produit que je vais pouvoir prototyper à une petite échelle, voir ce que ça donne, voir à Nickel. quelle vitesse ça peut se faire. Ou alors, je peux effectivement remplacer des pièces. Et si je ne me trompe pas, on a le masque qui vient d'arriver. Ce que tu achètes un pièce jetable, celui-là il est réutilisable. Oui, voilà. Et donc, quel est ce masque que tu tiens dans la main? Alors, Le masque de Bane. c'est- voilà, le masque de Bane qui peut être utilisé littéralement pour sortir dehors pendant le Covid, etc. Ah, il est génial. Ouais, j'en ai eu pour une journée d'impression. Le lendemain, il était fini avec la peinture. Et un masque comme ça, bah, comme moi, je fais de la vente aussi. Un masque comme ça, il vaut 10 balles. 10 euros parce que il est réutilisable. Et il est difficilement cassable. Ouais. Yann, il peut le mettre au visage pour voir ce que ça donne. Gros, j'en ai marre de l'assassiner avec. Parce que après, bon, faut trouver les élastiques qu'il faut. Mais disons que quand tu mets des élastiques de chantier, le principe d'enfoncer quelque chose dans la peau, Ça fait mal. ah bah il connaît. Donc il peut le mettre, mais j'ai pas envie de le tuer non plus. Hop. Mais sinon, bah, t'as aussi ce que tu disais, c'est réparer des pièces d'une machine à laver, mais t'as encore beaucoup d'autres choses, comme par exemple Les drones. les drones, mais t'as aussi, comme maintenant il existe de plus en plus de nouvelles variétés de fils, c'est par exemple maintenant tu peux littéralement imprimer une carte mère d'ordinateur. Oh. Bah il existe des fils conductifs. Ah, c'est cool ça. T'as des fils conductifs, t'as des fils de carbone. Qu'est-ce qu'on a déjà eu d'autre? Des fils de Ben, carbone, les fils bois. Il y a mélange plastique et liège. Si tu veux donner un effet liège, après aussi dans l'alimentaire, t'as les fils alimentaires. Hein. Si tu veux faire des bonbons, du chocolat, il Oui, y en a bah qui après. développent. T'as une entreprise. Honnêtement, ça me dérange. Je sais pas si toi ça te dérange que je leur fasse de la pub. Oui. Non. C'est autorisé. Ok. Alors attends, je retrouve vite fait le nom. C'est voilà, je l'ai. Alors oui, c'est Filament to Print. Filament de Print. C'est une entreprise espagnole. Et par exemple, eux, ils ont sorti des fils d'impression antibactériens, Mhm. qui sont justement spécialement conçus pour faire des masques. Ou par exemple, ils ont aussi sorti des fils métaux, mais pas genre texture métaux, vraiment métal. Ce sont des pièces que tu imprimes et que derrière tu dois réchauffer et elles auront la texture et l'aspect du métal. Mais bon, le prix de la bobine est pas donné. Ouais, c'est normal.
Attends, je retrouve le prix et je te dis la moins chère, elle est à combien? C'est où? Voilà, je l'ai. Je l'ai. Alors, la moins chère, c'est le filament cuivre et la bobine avec les taxes, on en a 150 euros. 150 euros les 500 grammes. Bon, là, effectivement, on est un peu cher. Mais après, Bah, Mm. 500 grammes, c'est à peu près 200 mètres de fil. Ça va. Ouais. Quand tu sais, oui, non, mais quand tu sais que Malara Croft, et encore, moi je suis le plus économe du monde, Malara Croft, elle en bouffe déjà 70. Ouais. Donc c'est un truc qui, ouais, voilà. Donc si tu l'utilises en général, c'est pour le dernier recours et pour des petites pièces. C'est pas avec ça que tu vas avoir l'idée de faire une coque de téléphone en métal, je pense. Sinon, on a quoi d'autre? Bah, l'impression 3D, ça peut aussi être utile dans le cosplay. Mhm. Parce que t'as les filaments flexibles mhm. qui, en plus, il y a vraiment une entreprise qui est spécialisée dedans, c'est Filaflex. Qui eux, c'est que du flexible et ils ont beaucoup de couleurs. Et ça peut aussi être utilisé dans l'habillement. Je vais donner un exemple, la tête de mort que j'ai là sur mon t-shirt, avec du filament flexible, je pourrais l'imprimer directement dessus en 3D. C'est cool ça. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Mais voilà, l'impression 3D, ça peut vraiment être utilisé dans énormément de domaines, comme bah, le domaine médical, on revient dessus. De base, tu as les dentistes qui l'utilisaient. Mais ensuite, tu as les hôpitaux, les prothèses. C'est pour donner l'exemple, c'est une vidéo qui m'avait énormément touché, mais bah, tu as l'acteur d'Iron Man qui est venu voir un enfant mal formé à qui il manquait un bras. Il a fait faire imprimer toute une prothèse de bras pour le gamin à l'effigie du bras d'Iron Man. Ah, c'est cool. Ouais, c'est une vidéo qui avait pas mal tourné. Et, Voilà, et ça c'était et en il y a 3D. non, c'était il y a 4 ans. Nous, on avait fait des esthétiques de prothèses imprimées en 3D. Donc, les coques qui se mettent justement sur les prothèses de jambes. Et on s'était aussi amusé justement à donner des effets ninja ou crocodile, tu sais, à l'esthétique. Donc, on peut faire pas mal de choses. Oui, voilà. Alors, Et là, sinon le fil rouge, tu t'en sors comment? Je vais continuer parce qu'on m'avait demandé de vraiment expliquer les étapes. Donc pendant que vous parliez, je n'ai pas continué, mais je vais vous montrer maintenant la suite. Alors quand on a fait les deux paupières, là le problème c'est qu'elles sont à ras de l'œil. Hein. Si là je clique sur transparence, on peut voir que c'est collé à l'autre sphère et c'est pas ce qu'on veut parce que notre paupière, elle a une épaisseur. Oups, là-haut, mauvaise touche. Alors là, ce qu'on va faire, on va lui créer de l'épaisseur. Alors il y a un nouvel outil qui était arrivé sur les versions les plus récentes de ZBrush, B, donc brush, et ça s'appelle le Z Modeler. Alors en fait, ZBrush à l'époque ne faisait pas ça, hein. C'était surtout du travail comme de la sculpture en terre glaise. Mais là, ils ont rajouté un petit outil qui permet de faire un peu de la modélisation traditionnelle comme sur Max, Blender et Maya. Et là, en fait, vous voyez que quand je passe sur mes formes, il y a des petits filets rouges qui apparaissent. Là, je lui dis, je veux sélectionner un polygone. Là, je lui dis, non, je veux que tu me sélectionnes une ligne. Ou alors, je peux aller sur un point et lui dire, non, tu me sélectionnes un point. Et ensuite, avec ça, on peut appuyer sur alors pas espace, que je me souvienne. Voilà, il faut aller sur un des carrés, espace, et là, on a tout un panel de contrôle faisable. Là, encore une fois, c'est comme avec les brushes, on s'en sert que de quelques-uns. Là, ce que je veux, c'est lui créer une épaisseur. Donc, je vais lui dire extrude. Donc, faire une extrusion, c'est-à-dire rajouter une épaisseur à l'intérieur ou à l'extérieur. Je dis extrude.
Là, il me demande, tu le veux sur un seul polygone? Je vais lui dire, non, je veux sur tous les polygones. Et là, quand je vais sélectionner la face, abracadabra, il crée une épaisseur. Et ce qui est bien avec ZBrush, et tous les autres outils de 3D ne le font pas, c'est que cette épaisseur que j'ai créée, donc cette forme que j'ai créée, il va la sauvegarder. Il va dire, ok, tu as fait une extrusion de temps et temps sur cet objet. Je passe donc sur l'objet inférieur et j'ai plus qu'à cliquer sur l'autre polygone en dessous. Pouf, et là, il fait, ah bah tiens, je t'ai mis la même épaisseur, je pense que c'est ce que tu voulais. Et voilà, on a maintenant l'épaisseur de nos yeux. Et donc là, si... Voilà, voilà. Ils sont bien comme il faut. Mais je vais le modifier encore un peu plus. Alors pourquoi je vais le modifier un peu plus? Parce que ben, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que l'épaisseur a une délimitation finie ici. Et ça me plaît pas trop parce que quand je vais commencer à travailler ma paupière, ben, il risque d'y avoir des trous en fait, des creux. Donc, je vais lui dire, voilà. En plus, il crée des polygroupes dès qu'on fait des extrusions. Ça, c'est génial. Là, je vais dire, mais je veux que l'extérieur de la coque. Donc, ce qu'il faut faire pour sélectionner un polygroupe, on fait CTRL Maj. Pas CTRL Caps Lock, hein, CTRL Maj. Et on va cliquer sur la couleur qu'on veut. Boum. Il dit, OK, tu veux cette couleur. Je vais aller dans ma géométrie et je vais lui dire, modifier la topologie, delete hidden. Alors, delete hidden, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, je vais te supprimer ce qui n'apparaît pas à l'écran. Je lui dis, fais-le. Boum, il le fait. Maintenant, je peux cliquer comme je veux. Il ne me fait pas réapparaître les autres polygroupes. Il les a bien supprimés. C'est ce que je veux. Je vais faire pareil en dessous. Tac. Voilà, je les cache. Hidden. Donc maintenant, on a à nouveau un objet creux. Et on va fermer ce trou avec le Z-modeler. Je vais sur une edge, donc une ligne, espace. Et là, je vais lui dire, tout est rangé par ordre alphabétique, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, ça évite de chercher pendant des heures. Et je veux lui dire ferme, close, ferme. Là, il me demande, tu veux un... Est-ce que la cible, vous voyez, target, est un trou concave ou convexe? Moi, je vais dire non, c'est un trou convexe. Là, quand j'ai fait convexe, il me donne plein d'autres indications. Il me dit, ah d'accord, ok, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Généralement, on se sert des paramètres de base. Et là, je vais aller sur ma ligne et boum, il me les ferme. Alors là, vous voyez, on peut, avec la tablette, si je vais de haut en bas, il va me rajouter des lignes. Et si je vais de gauche à droite, alors il faut un peu jouer avec parce que des fois, il ne le comprend pas. Ah non, il ne peut pas le faire parce que y a des triangles. Mais normalement, quand il n'y a pas de triangle et qu'on va de gauche à droite, il va en fait monter ou descendre la fermeture en fait, ce qui va pouvoir créer soit des formes bombées ou non quoi. Mais là j'ai juste besoin d'une seule. Voilà. Maintenant, ce que je vais lui dire, je vais créer des polygroupes, ce qu'on peut faire aussi avec le Z-modeler. C'est-à-dire que je vais sur le polygone, je fais Alt, et là vous voyez, il grise la forme. Des fois, il a des petits bugs, hein, mais c'est pas grave. On reste appuyé sur Alt et on vient griser ça. Et pourquoi je lui dis de les griser? Parce que je veux créer des polygroupes. Donc là, je vais sur le polygone. Je lui dis polygroupe et je lui dis l'île polygroupe. Alors, ouais, c'est traduit un peu grossièrement polygroupe island, quoi, Iceland. Ça veut dire, ouais, tu veux que je te fasse. Tu veux que je sélectionne un polygroupe, un îlot de polygroupe existant et que je le transforme en autre polygroupe? Je dis oui, hop, boum, voilà. Alors généralement, on essaye d'avoir une couleur un peu différente pour... hop, voilà, pour tout bien séparer, voilà. Je vais sur l'autre au-dessus, pareil, tac, je ferme. Je recrée un îlot de polygroupe. Hop, 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 hop. Allez,
Et après, hop, hop, voilà. Et maintenant que j'ai ça, voilà, j'ai mes épaisseurs. Bah maintenant, on va pouvoir commencer à travailler la paupière. Donc tout bêtement, je vais aller sur les outils qui sont là en haut. Vous voyez qu'il y a Move, donc pour bouger une forme, Scale pour l'agrandir ou la rapetissir, Rotate pour exécuter des rotations. Paf. Là, je vois qu'il y a un petit tool qui est apparu, mais il n'est pas bien placé. Il faut que je le replace. Donc je vais appuyer sur Alt et vous voyez normalement qu'il y a le cadenas ici qui s'ouvre ou qui se ferme. Ça veut dire soit l'outil il est verrouillé. S'il est verrouillé, je ne peux pas le bouger. Si je le bouge, vous allez voir qu'il bouge la forme avec. Mais si j'appuie sur Alt, eh bien, je peux venir le replacer à l'endroit où je veux, bien le centrer. Ça, c'est très important dans la 3D, toujours bien centrer vos modifieurs pour que ça bouge pas dans tous les sens. Parce que si par exemple, voilà quoi, je le mettais genre ici, si je fais une rotation, vous voyez, il suit l'angle de cette rotation-là. Mais si je lui dis non, tu vas au centre, bah là, hop, il me l'ouvre sur l'angle de rotation désiré. Je passe ensuite, voilà, à l'autre objet en dessous, pareil. Je viens le replacer. Hop, hop. Je le recentre. Hop. Et j'ouvre un peu plus ma paupière. Voilà. Maintenant, là, on peut voir qu'on commence à avoir un peu, voilà, une paupière, des paupières. Mais elles ne sont pas encore justes. Hein. Il y a encore des petits soucis. On voit que normalement, que là, l'ouverture à l'intérieur au niveau du nez, ben, ça rentre dans le maillage. Mais on va modifier tout ça. Alors, pour modifier tout ça, il y a un outil super. Alors là, ce que je vais faire, je vais pouvoir fusionner mes deux paupières. Donc, je vais sur les subtools et je vais sur Merge. Donc, si je traduis bien, ça veut dire fusion, hein, je crois. Fusionner ou quelque chose. Fusionner, ouais. Je vais sur la paupière supérieure et je lui dis Merge Down. Ce qui veut dire clairement, tu fusionnes avec celui-là d'en dessous. Ça veut dire cet outil-là va être fusionné avec celui-là d'en dessous. Merge Down. Là, il dit aussi, c'est pas une opération qui pourra être supprimée, mais c'est pas grave, hein, on peut toujours les séparer par la suite. Maintenant, je lui dis, OK, plaf, voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir bouger mes paupières. Alors, comme je l'avais dit, quand on a des outils séparés, c'est plus simple. Mais pour le move, les créateurs de Pixologic ont été malins. On va donc sur B, M pour... En fait, pour chercher les brushes, vous tapez sur B pour dire brush, et après vous tapez la première lettre de la brush que vous voulez. Move pour avoir les brushes de mouvement, ou alors les autres qui commencent tous par la lettre M. Et là, moi, je veux le move topological. Alors, le move topological est un move très intelligent qui, en fait, comprend que si on va bouger ça ici, il va que toucher celui-là sur lequel on clique et pas sur celui-là d'en dessous. Si j'avais pris le move normal, peu importe où je vais aller, il va me bouger toute la forme, quoi. Il va me bouger tout l'objet. Et moi, je veux pouvoir y toucher indépendamment. Et là, je vais venir et je vais commencer à travailler la forme de mon œil en bougeant. Voilà. Et le fait que justement j'ai fermé mon objet complètement, bah là je pourrais le bouger ad aeternam, il y aura toujours une épaisseur, quoi. Et là, on vient travailler la forme de sa paupière. Et même si des fois on voit que ici ça bouge un peu, c'est pas grave, enfin que ça traverse un peu, c'est pas grave, on peut tout de suite revenir. Voilà, corriger un peu tout ça. Voilà. Et là, on peut créer la forme d'yeux qu'on veut. Après, on peut, si on veut avoir un œil un peu plus asiatique, on peut voilà, tourner un peu plus vers là-dedans. Des moves, topological. Et là, je viens vraiment travailler
mes paupières. Je vais rajouter de l'épaisseur un peu. Je viens, hop, je rajoute de l'épaisseur à mes paupières. Lionel, question, on a des questions dans le chat? On a juste Nicolas qui nous disait merci pour le cadeau, puisque effectivement Nicolas avait gagné le précédent cadeau de notre précédent jeu concours, mais nous n'avons pas de questions. Mais je profite du fait que tu me poses s'il y a des questions, pour simplement dire à ceux qui nous regardent, voilà, Drake qui est dans l'impression 3D nous a partagé un certain nombre de fichiers pour l'année prochaine, et donc on vous fera un sondage en fait avec les différentes propositions qui ont été faites par lui-même pour que vous puissiez choisir la figurine qu'on imprimera pour l'année prochaine et qui sera à gagner en fait à la prochaine GeeksCon, puisque bon la GeeksCon que nous faisons aujourd'hui. Lionel m'a demandé de la faire de 1 mètre. Oui, alors vous pourrez aussi d'ailleurs nous dire la taille que vous voulez. Je suis pas assez payé pour ça. 50 cm, 1 mètre. Et c'est pour ça qu'on s'y prend tôt, puisque Kerry m'a dit qu'il lui faudrait 1 an pour faire une figurine d'1 mètre. Tu confirmes? Plus ou moins. Oui, alors, il sait pas si ça va lui prendre 300 jours ou 400 jours. Entre les deux, ça fait 1 an. Voilà, c'est ça, c'est surtout que j'ai d'autres trucs à faire, d'autres impressions à faire derrière, et c'est juste que, oui, un truc de 1 mètre, gars, si tu prends, je vais donner un des fichiers que je t'ai envoyé, c'est le Godzilla. Le Godzilla, il fait 30 pièces. Tu prends au minimum 1 pièce par jour, ce qui veut dire que pour le faire, lui tout seul, me faut déjà 1 mois d'impression. Minimum. Ouais, sachant que le Godzilla que tu avais fait, je crois, il fait 35 cm ou 40 cm. Celui que j'ai fait, il en fait 50 de large pour 24 de haut. Là, on parle du double de taille. Ouais, voilà. Donc, pour ceux qui nous regardent et pour ceux qui suivront un peu plus tard, on fera un sondage en fait pour que vous puissiez choisir tout simplement la figurine qu'on mettra en cadeau l'année prochaine à la GeeksCon, en espérant qu'elle soit en physique. Et donc on vous mettra aussi les images et vous pourrez choisir celui qui vous plaît le plus. Alors je vais peut-être juste prendre les images qui m'ont été envoyées pour vous en citer quelques-unes. Il y a quoi? Il y a une image de Spawn, il y a une image du Joker, il y a une Harley Quinn, il y a un Ghost Rider. J'ai beaucoup de comics, j'assume. Ça tombe bien, c'est ce qu'aiment les gens. Il y a un Balrog, il y a un Captain America qui tient le marteau de Thor. La version endgame. Vous avez un Deadpool en mode tête de C'est le spécial mort. Halloween. C'est le buste spécial Halloween. Vous avez un Flash qui court, vous avez un Batman, vous avez un X-Wing, vous avez un bébé Yoda, vous avez un Gandalf. Si tu t'amuses à tous les énumérer, t'en as pour longtemps. Vous avez un Harry Potter. Et je vais arrêter là, puisque... et vous avez un Sauron tout à la fin aussi, pour ceux que ça intéresse. Et écoute, on arrive justement à peu près à la fin du live, puisqu'il va être 15h. On va devoir switcher sur le prochain. T'en es où exactement dans tes yeux, Alex? Là, la paupière, elle commence à être plutôt bien fournie. Donc, ce que je peux montrer, c'est un dernier petit outil qui est très intéressant dans la 3D. Alors, on va s'y attaquer tout de suite. Hop. Donc là, on voit que j'ai à peu près une paupière plutôt pas trop mal, quoi. Donc là, je regarde, hop. Ouais, ça me paraît pas trop mal. Et là, je vais utiliser un outil très intéressant. Hop, alors... On va refaire des polygroupes vite fait, bien fait. Hop, hop, hop. Tout le reste en un polygroupe. Hop, 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 hop. Hop, hop. Ah, il m'a mis la même couleur, pas bon. Voilà. Alors là, on a, hop, ceci. Maintenant, on va juste faire un petit split hidden. En fait, l'œil, maintenant qu'il est bien fait, il est quand même dans une très basse définition de polygone. Il faudrait qu'on augmente ça. Mais j'aimerais éviter de perdre
les arêtes un peu dures ici au niveau du coin de l'œil et tout. Et donc c'est pour ça que j'ai créé des polygroupes. Je vais dans la géométrie et je vais aller sur un outil qui s'appelle Crease. On va lui dire Crease by Polygroup. Et là, vous allez voir que si je vais sur mon objet et ici, il a créé des petits pointillés qui suivent les polygroupes. Et en fait, alors comment expliquer cet outil parce que c'est quand même assez spécial. C'est-à-dire que il va, quand on va l'augmenter en définition, il va smoother en fonction de ses pointillés. Et là où il y aura des edges un peu durs, enfin, où est-ce qu'il y aura des edges un peu durs, bah vous allez voir en fait. Je vais donc dans géométrie, le petit outil de divide. Soit on clique dessus, soit on fait un CTRL-D. Et là, si je me mets de face, j'enlève, voilà, et vous allez voir, tac, 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 vous voyez, les arêtes restent très dures en fait. Si j'avais pas fait ça, si maintenant j'allais dans le crease et que je lui uncreasol, vous allez voir que si je divise, vous voyez ce que ça donne? Ça donne quelque chose de très, comment dire ça, un peu comme du chewing-gum, et c'est pas ce que je veux. Donc, voilà, crease polygroup, 1, 2, 3. Là, vous voyez que ça augmente le niveau de subdivision. Après, je l'enlève, 1, 2, peut-être même mettre moins que 3. Voilà, uncreasol, 1, 2, voilà. Et là, vous voyez, on a quelque chose de très lisse. On a des arêtes dures et quelque chose d'assez propre qu'on peut venir après smoother par la suite. Là, on vient un peu smoother. Voilà. Et après, je peux venir retravailler ma paupière comme je l'entends avec un petit peu plus de définition. De ci, de là. Et puis après, une fois que votre œil vous convient, ben on peut commencer à venir ajouter les muscles qui vont venir recouvrir notre paupière, quoi. Oups. Ça, c'est ce qu'il fait quand il fait une sauvegarde automatique. Et là, voilà, on vient venir recouvrir la paupière avec le muscle de l'arcade pour bien tout habiller. Et on vient intégrer en faisant du smooth. J'avais déjà expliqué dans les dernières vidéos, mais c'est simple. Vous voyez que là, en fait, c'est encore trop terreux en somme. Ça donne quand même un aspect très brut de décoffrage, très terreux. J'appuie sur Mage, le curseur devient bleu et je viens intégrer mes formes. Alors là, comme ça, on comprend pas trop ce qui se passe. Donc je vais le montrer avec le maillage. Et que là, il y a le maillage. Et là, quand je vais venir, vous allez voir, les polygones, ils commencent à se détendre en fait. Ils se détendent, et voilà. Et après, vous voyez que c'est intégré à la forme. Et en fait, ce qui va se passer après, par la suite, une fois qu'on va commencer à travailler plus loin dans le modèle, bah, quand on va commencer à tout subdiviser, vous voyez, ça commence à devenir très lisse, très propre. C'est ce qu'il faut dans la 3D, quoi. Il faut toujours que votre modèle soit très propre, très tendu, très lisse au niveau de ses formes. Après, vous pouvez avoir des choses plus anguleuses, hein, comme dit Star Wars The Clone Wars était très anguleux, mais vous verrez que les surfaces sont généralement très très propres, très tendues, très lisses. Donc voilà. B1, Voilà. Alors, je sais pas si tu as entendu, Karim te demandait si tu parlais bien de la barre en triangle de B1. Par exemple, ouais. Par exemple, ou quand vous regardez les personnages des clones, vous allez voir qu'ils ont tout très anguleux, même les doigts sont un peu carrés, quoi. C'est pas Oui, voilà. des boudins comme chez nous, c'est vraiment au niveau des phalanges supérieures très plat, tout est très plat, très carré, très. Oui, voilà. Après, t'as d'autres personnages comme Ajas, si je dis pas Ajas Ventress, Oui, qui elle est
sa tête, je trouve très grosse vis-à-vis du reste de son corps. Alors ça, c'est quelque chose de voulu. C'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est stylisé. C'est que apparemment, vu que les femmes ont un corps plus petit que les hommes, leurs têtes paraissent un peu plus grosses. Tu peux le voir aussi dans le manga, par exemple. Oui, bah oui. D'ailleurs, c'est une très belle transition ce que tu viens de faire, puisque j'attends juste qu'il arrive, mais on va recevoir donc Renaud, l'auteur de Dreamland, et on va donc avoir une conversation comics manga dès qu'il sera parmi nous. Moi je bouge plus. Donc en fait, Moi je bouge pas. Hein. bon, attends, je vais juste, si tu me le permets, je vais juste enlever ton fil rouge. D'ailleurs, si tu veux rester avec nous, Alex, il n'y a pas de souci. Hein. À 4, ça pourra toujours être intéressant. Ou alors, tu as peut-être prévu d'autres choses. Ouais, j'ai de l'administratif à régler. Bah écoute, c'est pas grave. Donc voilà, pour ceux qui sont avec nous encore sur le live, en fait, on va continuer. On va pas s'arrêter de ces beaux chemins. Moi, ce que je peux te proposer, Alex, si jamais tu veux voir ce que ça donne en 3D, tes petites conceptions, on peut éventuellement voir pour un partenariat ou autre comme ça. Bah, si jamais il y a les makers qui ont accès à mon Sketchfab, et donc il y a des modèles que j'aurais bien une fois aimé imprimer en 3D, ouais. Eh ben écoute, tu me tiens au courant. Si tu cherches mon Discord, mon Facebook ou je ne sais quoi d'autre, tu sais qui contacter. Ouais, il n'y a pas de souci, ouais. Et donc, il y a Renaud qui nous a rejoint. Ça va, Renaud, salut, tu nous entends? Oui, et vous m'entendez? Ouais, on t'entend, super. Donc voilà, il est 15h05 et on est toujours sur le même live, mais on switch sur la partie comics manga avec Renaud, donc l'auteur de Dreamland. Salut. Je vois déjà qu'il y a des gens qui sont en train de te dire bonjour sur notre chat. Ok, c'est lequel de chat du coup? Alors, t'es sur PC là? Ouais. Alors normalement, à droite, tu dois voir, il y a un truc qui s'appelle chat public. Live comment. Ah oui, live comment. Ouais, voilà. Ça, ouais. Et tu peux lire en fait les commentaires des gens, voilà, qui vont écrire. Okay. Donc il y a Batman 5 qui dit bonjour. Asio, une tête de moelleux est arrivé, donc il parle de toi. Bon, par contre, moi, si tu permets, je vais juste me prendre un truc. Si vous voulez aller fumer des clopes, c'est l'occasion, Alex et Karim. Ouais, moi, laisse-moi une pause. Je suis en noir, la merde. Le principe d'une éponge, tu vois comment ça marche? Voilà. Alors, écoute, en attendant, Renaud, comme je disais, je te remercie d'être venu. Et effectivement, donc tu participes à notre GeeksCon en live qui malheureusement n'a pas pu se faire en physique. Donc pour ceux qui nous rejoignent, donc tu es l'auteur de Dreamland, mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus en détail ta vie, ton œuvre en quelques mots? Voilà, c'est ça. Moi, je suis le papa de Dreamland, donc un manga qui a commencé en 2006. Donc, on va fêter les 15 ans en 2021. Il y a 19 tomes, je suis sur le tome 20, et puis je fais de la BD depuis tout petit, voilà, raconteur d'histoire. Donc voilà, quoi, chez Pika Édition. Donc souvent, je fais beaucoup de festoches, donc c'est cool comme initiative d'arriver à essayer de retomber sur ses pattes avec les moyens du bord, comme fait la GeeksCon, donc c'est cool. Une première. Ouais, effectivement, c'est notre 8e édition, hein, donc on aurait dû être en physique. Là, comme on avait le lieu en fait qui nous était quand même mis à disposition, on a décidé de l'utiliser pour pouvoir faire du live. Hier, on avait du cosplay, on a fait des jeux vidéo et autres. Donc là, juste avant que tu arrives, je sais pas si tu as eu l'occasion de passer sur le live. Si, j'ai vu sur le ZBrush, ouais, carrément. Donc Alex, qui est en haut à droite de l'image, effectivement, a fait un fil rouge de modélisation. Et Karim, qui est un spécialiste dans l'impression 3D, on a discuté impression 3D, modélisation 3D, puisqu'au final, les deux vont ensemble. Et ça démocratise de fou, hein, avec les petites imprimantes accessibles, on va dire, niveau tarif et tout. Donc c'est vraiment pas mal ça. C'est ce qu'on disait. Et juste avant que tu arrives, justement, il y avait cette conversation sur le style graphique que tu pouvais retrouver. Donc là, on parlait plutôt de Clone Wars. Je sais pas si tu as suivi un petit peu la série.
Je connais les visuels, ouais, très Ouais. carrés, très. Ouais. Ouais, voilà, un peu carré, ouais. Ouais, c'est Donc, inspiré de comment il s'appelle maintenant nouveau ce sculpteur qui faisait justement du plane surface, Farelli. Ça me dit quelque chose, mais voilà, je connais plus Clone Wars que Farelli, du coup. Mm. et voilà, donc on était effectivement sur le sujet Clone Wars, etc. Donc en attendant que Kerim revienne parmi nous, bah justement, c'est quoi ton avis à toi sur ce style graphique un petit peu qui est utilisé dans les séries animées un petit peu de l'époque? C'est un truc que toi, ça te branche, Renaud? Ou C'est-à- C'est-à-dire. Ouais, enfin, tu vois, par exemple, je sais que Alex, ben, c'est lui qui en parlait puisque c'est justement un peu son style graphique qu'il apprécie. Mais toi, c'est un truc en termes de visuel que tu apprécies aussi ou je sais pas si tu as un univers, tu vois, en termes de visuel qui est plus. Alors, on a Euh, tous plus ou moins des affinités avec des différents styles, mais après, ça peut être super varié. Donc, mhm, c'est que le style de Clone Wars, moi, je trouvais sympa la proposition, justement, de s'éloigner, de faire du réalisme avec les acteurs ou quoi, de s'approprier les persos et d'en faire un style. Après, ouais, qu'est-ce que j'aime bien comme style, moi? C'est vrai que dès que c'est réaliste, c'est pas trop mon kiff. mhm. Et encore, en Ah, ce moment, je suis en train de me refaire l'intégrale de l'habitant de l'infini. Et le gars me fait pleurer, quoi. Donc voilà, donc c'est. Et encore, il a un style, ses visages font un peu manga, tu vois, mais il a une anatomie de fou. Donc en fait, il faut que le style serve l'œuvre, les scènes, le propos. Puis après, voilà, hein, tout dépendra le public visé ou. Mais moi, ouais, je suis plus style cartoon. Mhm. Euh, je suis plus ah, style un peu fantasy, un peu. Tu vois, moi, mes anatomies, c'est pas les anatomies réalistes. Je fais des bonnes grosses mains, des bons gros pieds. Mhm. Voilà, donc c'est vrai que oui, forcément, je vais plus aller. Tu vois, je suis plus école Street Fighter que King of, qui est quand même ont pas les mêmes anatomies. Voilà. mm. Niveau grosses mains et gros pieds, il y avait aussi le comics DV8 qui faisait ça. D'accord. Après, je suis pas très comics, je suis pas très calé en comics. Moi Donc, non moi, plus. c'est plus le manga. D'accord. Je l'avais trouvé dans une station-service à 5 euros, je l'ai Ok. pris, donc et je l'ai lu. Bah, c'est vrai que le style, euh, le style comics, voilà, c'est vraiment tout un autre art. Je sais pas si tu connais Alex Ross, peut-être, Renaud. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, qui est, enfin, je vais pas dire que c'est le meilleur, mais c'est vrai que c'est quand même, quand tu regardes, c'est un peu les couvertures qu'il peut faire de comics. Si je prends Kingdom Come, donc qui est une aventure qui se passe un peu dans le futur, dans l'univers DC Comics. Ouais, Enfin, ouais. quand on regarde, tu sais, t'as l'impression que limite c'est une espèce de photographie sur lequel il aurait un petit peu repeint, tu sais, et t'arrives C'est limite ça. pas à savoir au fait si c'est une photo, c'est un dessin, tu vois. Et Et tu vois, ça, moi, je suis moins friand que. Il y a une mhm, grosse technique, puisqu'Alex Ross, il est reconnu pour. Il n'y a pas de problème, mais ça, clairement, c'est pas trop mon délire, faire de la photo ou. Enfin, c'est pas le genre de couve qui va m'attirer. mhm. Donc, en fait, c'est ça, c'est. Les meilleurs, ça veut tout rien dire, c'est subjectif. Donc, techniquement, c'est un tueur. Après, moi, c'est pas du tout ma sensibilité. Je préfère un bon gros. Je sais pas. Mais enfin, ouais, je vois très bien le style d'Alex Rox et c'est pas du tout mon délire. Et pour ceux qui nous regardent, hein, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à poser à Renaud, comme ça on pourra les prendre dans le chat. Ben j'en profite puisque Kerim justement, voilà, il a Je dit suis de qu'il retour. était un peu spécialiste du comics. Je sais justement aussi que toi, Kerim, tu bosses sur la création d'un comics. Oui, oui et non, c'est plutôt un jeu de cartes basé sur sur les comics, mais bah, l'auteur, c'est pas moi. Enfin, l'auteur. L'écrivain, c'est pas moi. Et les dessins, j'ai encore énormément de mal. Donc après, ça va, c'est comme beaucoup d'autres comics, et je vais en citer un gros et qu'on n'aille pas me dire non. Si on se base sur les personnages qu'on connaît, c'est par exemple, on a créé un personnage qui est un petit peu basé sur Batman, mais si tu regardes dans l'histoire entre Marvel et DC, la guerre légendaire, qui est aussi légendaire que Nintendo et Sega, ça on pourra pas me le retirer.
c'est sûr. Si tu prends par exemple, disons, Marvel a son Batman, qui s'appelle Moon Knight, il a un mooncopter, un moon signal, des moonrangs. Attendez, je vais changer la mule, je vais la remettre en chauve-souris histoire d'être sûr. Juste pour voir ce que ça donne. Et t'as la même chose, Marvel a aussi son Superman, mais vraiment Superman. Superman vient de Krypton, alors Superman vient d'Argon, il s'appelle Hyperion, Cap, Tenue, Sleep, Bot, et sa faiblesse, l'Argonite. Non, je vois pas où est le problème, donc. Créer son personnage de comics en soi, de comics, de manga ou quoi que ce soit, si tu te bases sur... Tu peux parler plus près du micro? Oh, pardon. Il y a Dieu de l'écho, ouais. Ouais. Pardon. Je disais donc, si tu peux te baser sur n'importe quel héros de comics, tu peux littéralement créer un autre personnage qui a les mêmes attributs que... je vais dire, tu peux recréer un Batman, et c'est la même chose dans le manga, je vais en prendre un autre, tu peux créer un personnage qui ressemble... en termes de pouvoir, d'histoire et tout, qui ressemble à Sangoku, mais c'est du moment que tu changes 2-3 choses, car un design non, quoi que ce soit. Et c'est ça le problème, c'est que en soi, c'est que c'est trop facile de s'approprier un personnage déjà existant. La seule façon que t'as, c'est tu planques. Tu planques, c'est pour Batman, tu l'appelles pas Batman, c'est pas Batman. Tu changes un petit peu son chara design, c'est plus Batman. Pour Sangoku, tu l'appelles pas Sangoku, et tu fais un autre chara design, mais tu mets exactement les mêmes pouvoirs, la même histoire. On s'en fout, c'est pas Sangoku. Donc moi, c'est mon avis, tu peux créer n'importe quel personnage en reprenant l'histoire d'un autre. Après, votre avis, Renaud, Alex? Alors moi j'écris pas mal d'histoires en ce moment, hein. Là je suis en train d'en écrire une pour moi, hein. Mais quelque part il y a toujours une référence et il y a toujours un peu un copier-coller. En fait moi là je suis en train d'écrire une histoire sur une espèce suite au Covid-19, apocalypse avec des mutants. Je reprends du Resident Evil, du X-Men, des trucs comme ça. Et en fait c'est une société on va dire de survivants qui vit dans un monde apocalyptique avec des créatures mutagènes qui attaquent. Et à un moment, ils vont aller dans des zones interdites et ils vont tomber sur des mutants qui ont des formes humaines et qui ont des pouvoirs genre à la prototype, tu vois. Il y a toujours une référence quelque part, tu vois. Et c'est comme dans la musique. Il y a tellement de choses qui ont été faites que pour vraiment trouver ton truc qui sort du lot et tout ça, faut vraiment creuser et creuser et creuser, quoi. C'est à ce compte-là, vraiment comme Marvel a fait envers DC ou DC envers Marvel, c'est même plus de la référence, c'est du plagiat. C'en est à ce stade, hein, vraiment. J'ai pas tellement suivi, je sais pas quand a été créé DC et quand a été créé Marvel. Je crois que DC était Quasiment en arrivé. même temps. Ouais, je sais que À peu près en même temps. DC est quand même plus vieux. DC Comics, de quelques mois. DC était arrivé pendant la période, enfin, peut-être pas directement, mais durant la période de la guerre froide, Superman a été créé à ce niveau-là parce que c'était super. Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, 1939. Ah, parce que. Ouais, en fait, c'était le super américain qui battait super communiste, quoi. C'était ça, quoi. Oui. Et donc, juste pour en revenir justement à la création, toi, Renaud, ton idée de Dreamland, pour revenir par exemple sur cette histoire, comment ça t'est venu et qu'est-ce que tu voulais justement développer avec ce concept du monde des rêves C'est encore une fois, c'est comme c'est les personnages qui font l'histoire. Donc c'est pour ça, du coup là, j'ai pas trop suivi. Si on compare DC et Marvel, c'est une histoire d'éditeur et dès qu'il y a un truc qui marche, l'autre va copier. Mais si on parle de stéréotypes de personnages, évidemment tu veux faire une Odyssée, tu veux faire un jeune héros qui évolue, il y a des codes, il y a des stéréotypes. Aujourd'hui, on est en 2020, tout a été dit, tout a été raconté. La seule manière qui fait qu'on aime une série, c'est si ton petit personnage n'est justement pas un plagiat. On se souvient pas donc justement de mec que disait Kérim, Hyperion, moi je le connais pas, tu vois. On se souvient de Superman. Maintenant, si tu fais un Sangoku like, évidemment c'est du plagiat. Mais après, si tu fais un mec, un petit jeune qui a des pouvoirs, qui vient où son passé est obscur, qui est un peu plus doué, qui
qui a envie de se battre, qui a envie de devenir le numéro 1, qui affronte des adversaires et qui les fait venir ses potes. C'est un peu l'histoire de plein de séries. Et c'est justement la force de toutes ces séries, c'est qu'en fait, si tu fais des personnages assez attachants, assez entiers, quel que soit le stéréotype, moi je dis souvent aux jeunes qui essaient de faire un truc original, je dis mais non, mais tu trouveras toujours quelqu'un qui va dire il y a un mec qui a 80 ans, il a écrit la même chose et tout. Faut faire des persos entiers, tu vois, c'est ça, on parlait de Marvel, One Piece, c'est du Marvel, c'est des mecs qui ont le pouvoir en fait. Tu vois, c'est des mutants en fait les mecs, mais sauf que Oda il t'a inscrit ça dans son univers avec des pirates, avec une hiérarchie, puis t'as rendu juste Luffy, Zoro et tous les persos attachants pour te faire kiffer une histoire. C'est juste une histoire de mec avec des pouvoirs. Dreamland, c'est la même. Donc en fait, c'est ça. Faut pas chercher à être original ou faut faire son histoire selon les persos. Moi, j'ai créé Terrence. J'avais envie qu'il ait une petite cicatrice, qu'il ait quelque chose à raconter. Donc forcément, pour pas faire un perso lisse, tu lui dis tiens, on va lui on va lui donner un deuil dans sa famille. Donc un deuil assez proche pour que quand même ça soit l'angle de toute sa quête. Donc tu fais la mère ça veut dire quelque chose. Donc forcément déjà ton perso il est pas lisse et il va parler à tout le monde parce que tout le monde connaît ça, tout le monde a perdu quelqu'un dans sa vie plus ou moins proche. Donc en fait c'est ça, faut pas chercher à être trop regarder ce que font les autres, faites ce que vous avez envie. Soyez entier avec les persos. Moi c'est les personnages qui écrivent l'histoire en fait, tu vois, j'ai créé Terrence et après l'univers des rêves a été plus un prétexte à vouloir faire ce que je veux en fait, pouvoir faire les univers que je veux, les pouvoirs que je veux. Moi je suis un dessinateur à perso, je fais beaucoup de personnages, donc du coup j'avais besoin d'un gros univers qui permette de faire interagir plein de personnages. Mais tu vois, Terrence c'est un mec qui a les cheveux orange et qui maîtrise le feu, tu vois, il n'est pas plus lambda que ça. Et pourtant les lecteurs de Dreamland et la série fait que Terrence il existe, il est à part, mais parce que je l'ai fait cohérent. Je me suis dit tiens, je vais faire un vrai moelleux, un vrai gars qui est pas fort, qui va pas te donner un coup de pied, qui sait pas faire le grand écart et tout. Donc en fait, t'as un mec qui a un design super lambda, un pouvoir ultra pris partout, mais j'en ai fait un vrai nul, c'est-à-dire qu'il va pas être sauvé par le pouvoir de l'amitié, il va pas devenir fort d'un coup, et du coup il en devient attachant. Donc en fait c'est ça, c'est tous ces petits détails qui faut faire les personnages comme s'ils existaient. Moi je travaille leur passé, présent et futur. Ça je sais souvent où va Dreamland, où est la fin de Dreamland, parce que j'ai écrit par quoi je voulais faire passer mes héros. Et donc voilà. Enfin, je sais pas, j'ai un peu dérivé. Non, c'est cool. Justement, je rebondis. Donc dans le chat, on a un message de Jérôme qui dit: j'ai l'impression que quand ça manque de spontanéité, l'histoire où les persos roulent moins bien, ça se sent quand on lit un truc trop forcé. Après, il y a de tout, parce que tu vas avoir des œuvres ultra calibrées, ultra faites pour marcher, qui marchent. T'en as d'autres, elles vont être faites pour marcher, et elles vont pas marcher. Tu vois, en fait, il faut pas généraliser. Il faudrait prendre des exemples, et puis l'exemple que tu vas prendre, il va pas marcher juste après. S'il y avait une recette au succès, elle serait en tuto sur YouTube, tu vois. Donc c'est justement le truc, c'est que moi, c'est vrai que je serais d'avis de dire faire les choses avec sincérité. Mais ça, c'est facile, c'est quand tu es derrière ta feuille et que tu dis je vais faire mon truc avec sincérité. Mais après, si on part dans le délire où là, moi, j'ai un éditeur, tu vas vendre une série, il y a des commerciaux derrière, peut-être que selon l'auteur, les gars vont te dire non, tu vois, il faudrait mieux que tu fasses ce personnage. Tu vois, dans Naruto, c'est le Tento de l'auteur, un des éditeurs de l'auteur, qui lui a dit d'inventer Sasuke. Ouais. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. C'est ça, en fait. C'est que si ce mec avait pas dit à Kishimoto d'inventer Sasuke, je pense que Naruto aurait pas eu le même succès, tu vois. Donc en fait, il n'y a pas de généralité. Si t'es sincère, tant mieux. Mais après, tu peux très bien faire un truc calculé. Si t'as l'œil, si t'as bien analysé, tiens, ça marche parce que ça marche, ça marche parce que ça marche. Et en fait, il y a des gens, c'est leur métier de faire ça, tu vois. Mais si t'es bien entouré par ces gars, tu peux arriver à une bonne œuvre. C'est ce que font souvent les Japs. Tu vois, les Japs, c'est très très calibré. Les shonen, je parle des Neketsu, ceux qui sont dans le Jump, ils nous ressaucent tout le temps la même structure, mais désolé, c'est efficace. Tu le lis. Alors après, que tu sois embarqué sur 5 tomes ou 15 tomes ou 40 tomes, que tu fasses la série, c'est autre chose. Mais un bon shonen fait dans le Jump, je suis désolé, il t'embarque dès le premier pilote, t'es tout le temps. Tu vois les codes. Moi, je fais ce métier, je vois les codes. Quand j'ai lu My Hero Academia, ça fonctionne, ça défonce. Je suis pas lecteur parce que j'ai eu ma dose de Naruto One Piece, tu vois, mais évidemment que ça fonctionne. On peut dire c'est quoi? C'est Black comment s'appelle celui qui ressemble à Naruto? Black Clover. Black Clover, j'ai lu, tout le monde disait c'est vraiment plagiat, mais tu sais que tu as une impression de redondance, mais ça fonctionne. Tu lis les pages, tu t'attaches au personnage. Donc voilà, il y a un peu de tout.
Puis même, tu peux même avoir un gars, regarde, un mec, moi je connais des auteurs qui ont envie de faire avec sincérité leur truc. Ils se font bâcher, ils ont un échec, les lecteurs sont pas là, ou ça s'est mal passé à l'éditeur. Donc déjà, dans ta deuxième ou dans ta troisième tentative, tu vas peut-être te dire, bah, tu sais quoi, la sincérité, elle n'a pas marché pour moi. Je vais peut-être écouter d'autres gens. Donc tu vois, il faut savoir qui parle, d'où on parle. Donc en fait, voilà, il faut de tout, quoi. Bah écoute, je me permets de faire une petite transition là par rapport à ce que tu disais quand tu parlais d'auteurs, d'éditeurs. Je sais qu'il y en a beaucoup, tu sais, justement, voilà, qui nous regardent et qui aimeraient se lancer un peu dans ce métier. Est-ce que tu peux nous raconter juste ton expérience un petit peu, comment ça s'est passé pour toi quand tu as commencé le métier d'auteur, dessinateur, enfin, comment ça s'est fait pour toi, si tu veux, justement, pour pouvoir être édité, enfin, un peu les étapes et... Ouais, j'entends bien. Ben, alors, moi, c'est il y a 15 ans. On va dire que ça n'a pas trop changé. Hein. Dans tous les cas, c'est toujours via un dossier d'édition. Tu vas taper aux portes des éditeurs. C'est jamais l'éditeur qui vient taper à ta porte. Sauf évidemment quand tu es connu, quand tu as déjà fait une série. Mais là, on parle des jeunes auteurs pour se faire connaître. Voilà, faut faire son dossier d'édition. Donc après, là maintenant, ça s'est vraiment démocratisé, les éditeurs avec des sites et tout. Sur tous les sites d'éditeurs, ils disent ce qu'ils veulent dans le dossier éditorial. Donc en général, si c'est un manga, ils veulent le pilote ou pas mal de pages. Tu fais ton synopsis. En fait, il faut que tu arrives à vendre ton œuvre au mec. C'est que lui, il voit le potentiel de ta série. Il faut que les jeunes auteurs là ne fassent pas l'erreur de voir l'éditeur comme un lecteur. Si la force de ta série, c'est au tome 6, le héros il meurt et d'un coup il bascule dans un univers, il faut le mettre dans ton dossier. C'est pas l'éditeur, il veut être spoilé, tu vois, il a besoin de... Faut pas le dire, ah ben alors moi j'ai une idée, mais j'ai un scénar, mais vous verrez, dans 15 tomes ça va être trop bien. Dans l'éditeur, il dit, ouais, non mais dis-moi... Donc voilà, dans le dossier, faut mettre tout ce qui est la force de votre série. Donc ça veut dire avoir la globalité, avoir conscience surtout aujourd'hui. Donc là, j'adapte un peu mon discours, parce que moi, si je réponds à ta question, comment j'ai fait, en fait, ça marche plus comme ça, et moi, je l'ai fait un peu à la OSEF. Donc, c'est la petite histoire, oui, pour raconter, moi, j'ai été publié comme ça, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, et c'est plus du tout comme ça que ça marche, et ça a jamais marché comme ça. Moi, c'était un coup de chatouille, j'ai un peu de chat, c'est normal, je voulais pas être édité avec Dreamland, c'était en mode, j'ai envoyé un pauvre mail avec 3-4 visuels. Comme je dis, j'avais écrit mon histoire. Je fais mes histoires pour moi. J'ai tout le temps fait de la BD depuis tout petit et tout. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, celle-là, pourquoi pas. Et en fait, j'étais en train de faire un dossier éditorial très pro avec un pote pour la franco-belge. Et quand on est à deux et qu'on fait un dossier éditorial, ça prend du temps. Et on voulait vraiment faire ça pro. Donc, on a mis un an et demi à faire le dossier de 15 pages. Et moi, comme je suis un raconteur d'histoire, un boulimique de la page, quand je rentrais du taf avec mon pote, j'avais besoin d'écrire, de dessiner une autre BD, mais pour moi. Et c'est de là qu'est né Dreamland, format manga, c'est-à-dire plein de pages et tout. Et puis un jour, tu sais pas pourquoi, 23h minuit, en 2004, tu zones sur le net, et en plus on est en 2004, donc il n'y a pas de manga français, il n'y a pas d'éditeurs qui font de la créa et tout. J'ai envoyé un pauvre mail au truc où il y a marqué contactez-nous, donc j'avais même pas forcément les contacts d'éditeurs, tu vois, j'ai fait j'ai envoyé sur le lien qu'il y avait sur les sites et j'ai envoyé 2-3 images de ce que j'avais créé sur Dreamland pour dire qu'est-ce que vous en pensez. Parce que le but, c'était pas d'être édité puisqu'on était en train de proposer un projet éditeur. Et puis de là, j'ai eu plein de réponses. Enfin, plein. 4 ou 5 quand même déjà. Et là, je me suis dit, c'est chelou. Ça fait 1 an qu'on travaille à un projet éditeur. Les mecs nous disent, revenez, il faut travailler ça. Là, j'envoie 3-4 pages, 2-3 lignes. Et j'ai, dans les 5 réponses, j'en avais 2-3 qui m'avaient même limite mis les contrats d'édition joints en disant on vous veut. Donc plutôt, j'avais 24 ans quand même, tu vois, j'étais pas non plus, je pouvais être naïf, mais je me suis dit c'est chelou, je suis pas le meilleur dessinateur de la Terre. Ceux qui m'ont mis justement les contrats, ceux qui m'ont envoyé les contrats sans en savoir plus, je les ai squeezés direct, j'ai fait c'est pas une démarche pro. Et du coup, je suis allé vers Pika avec qui il y a eu le feeling en fait. Tu vois, c'est une rencontre, on s'est rencontrés et puis j'ai parlé de ce que je voulais faire avec Dreamland. Ils m'ont dit que de toute façon, dans tous les cas, ils me laisseraient libre, donc je suis parti de là. Donc voilà, ça c'est comment moi j'ai fait. Aujourd'hui, c'est plus chaud, il faut faire un dossier éditorial. Tous les éditeurs font leur petit manga, ont leur petit auteur français. Donc ce qu'il faut arriver, ce que je disais, donc du coup, c'est pour la globalité, il faut avoir conscience de la longueur de sa série. Parce qu'un éditeur, aujourd'hui, tu arrives et tu dis, je suis le prochain shonen français, je vais faire 15 tomes. L'éditeur direct, c'est
il va être frileux parce qu'en fait 15 tomes, si t'en fais un par an, il s'engage sur 15 ans, faut que ça marche. Donc en fait, aujourd'hui, la mouvance que je regrette, hélas, puisque le marché ne permet pas autre chose, c'est d'avoir une série, un univers qui peut se clôturer en 4-5 tomes. En tout cas, aller dans la démarche de l'éditeur, lui dire voilà, ma série peut se fermer en 5 tomes. Le but, c'est de le feinter, c'est qu'il te signe. Et après, le but, c'est que tu en fasses 6, 7, 8, 9, 10, tu vois. Mais si tu arrives dans ton dossier que tu dis j'ai une série 28 tomes, le mec, il va faire non, mais non, t'es pas sérieux, justement. C'est là que tu es encore dans la case Kikou lol, tu vois. Donc voilà, moi, ce serait ce que je dirais en mode dossier. Après, les sites le font très bien, ils demandent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est chaud. C'est pour ça que c'est chaud. Moi, j'avoue, le succès, il est là. C'est pas grâce à la chance, il n'y a pas de problème. J'ai conscience de mes qualités, mais qu'est-ce qui a fait que ce soir-là, en 2004, j'ai envoyé ce mail et j'ai eu autant de réponses? Tu vois, je suis arrivé là au bon moment, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu à passer toutes les étapes éditoriales, parce que ils cherchaient, Pika commençait à se dire, ils ont eu du nez, en se disant peut-être que dans 15-20 ans, les éditeurs japonais vont se dire tiens, la France, c'est le deuxième éditeur, c'est le deuxième pays à consommer du manga, et pourquoi on aurait besoin d'intermédiaires? Pourquoi les éditeurs Jap ne viendraient pas avec une maison mère en France et éditeraient direct leur série? Donc c'est né de là la recherche d'avoir, de se dire il faut qu'on ait nos licences. Faut qu'on anticipe les 20, 25 ans, les 10 ans, les 15 ans qui vont arriver, où un jour ils vont se rendre compte ils n'ont pas besoin des Français. Donc du coup, l'éditeur français, Pika cherchait à avoir sa créa pour pouvoir l'exploiter et tout. Donc l'histoire a montré que ça s'est pas passé comme ça, tu vois. Pika n'a pas exploité Dreamland et c'est juste une série, voilà, les critiques ont fait que le manga français a mis longtemps à creuser. Les éditeurs Jap sont pas forcément venus, je crois qu'il y a que Kazé. Tu vois, il y a que Kazé en France qui est une filière directe, qui est une filiale directe d'un éditeur au Japon. Donc voilà, moi je suis né d'une anticipation qui était intelligente mais qui n'est pas arrivée. Et après voilà, c'est pour ça qu'on me met souvent le poids du pseudo précurseur de machin, alors qu'en fait non, moi j'ai juste voulu écrire ma petite histoire, mon petit manga pépère, et puis je continue et voilà. Ok. Bah écoute, c'est une belle histoire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, Alex, Kérim, si ça vous donne des idées pour vous-même. Non, oui. Ouais, si. Moi. Qui fait, toi ou moi, Alex? Vas-y, je t'en prie, commence. Donc du coup, moi, ce qu'il a dit, c'est vrai que moi, ça me parle beaucoup et ça m'aide beaucoup surtout, parce que je veux toujours faire éditer mon jeu de cartes. C'est un projet qui date quand même d'il y a 3 ans que je l'ai commencé. Et c'est vrai que je me suis renseigné au niveau des éditeurs, les éditeurs de jeux qu'on a sur Strasbourg, parce que aller plus loin, je sais que ça va me coûter plus cher. Donc du coup, c'est vrai de me dire, c'est quand même vérifier ce qu'ils disent, bien lire le contrat avant, ce genre de choses. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. Après, le jeu de société, je sais que c'est un autre délire. Oui, non, par exemple, je vais pas dire. Oui, vas-y. Oui, totalement. Je sais que c'est un autre délire là, par exemple, parce que c'est totalement un autre délire, le jeu de société. mais j'ai découvert ce monde parce que moi, il y a eu une adaptation d'un jeu de société avec Dreamland. Mhm. Et du coup, j'ai rencontré les éditeurs, j'ai vu les auteurs, donc ce qu'est Kerry, mais en fait, là, tu dis que c'est vrai que t'as pas trop de miles pour Strasbourg et tout. Ça vaudrait le coup, apparemment, de ce que j'ai entendu. Après, tu dois être plus au courant que moi. Je sais que il y a le festival de Cannes du jeu de société. C'est le truc de ouf. C'est la mecque du jeu de société. Et je sais que moi, là-bas, on est allé présenter le jeu Dreamland et j'ai vu plein de jeunes auteurs comme toi qui, justement, démarchaient les éditeurs. Et là, en fait, en un voyage, donc en un aller-retour de train, tu vas pouvoir voir tous les éditeurs avec ton proto et faire tester et tout. Voilà. Et je sais que de là-bas, il y a eu beaucoup de contrats, tu vois. Pour l'avoir vu, je te le dis, je te raconte ce que moi j'ai vu et je connais pas bien le milieu, mais il y a quand même ce rapport, comme tu dis, auteur-éditeur. Le truc du jeu de société, faut le tester en live, tu vois. Donc il faut qu'il y ait des gens et tout. Donc j'ai l'impression que les festoches sont quand même un truc pas mal pour décocher des contrats. Les festivals, c'est le meilleur des trucs. Mais après, pour créer un jeu de société, déjà moi le problème du proto, c'est déjà il faut passer par l'INPI. L'INPI, c'est beaucoup plus compliqué parce que par exemple pour les règles, pour les graphismes, pour le nom,
Faut payer, 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 payer. Au point que moi, quand j'ai vu ma facture, je me suis dit, ok, d'accord. Parce que 3600 € pour protéger tout le jeu, non. Sinon, il y a aussi le principe de l'enveloppe solo. C'est une Ouais. enveloppe en recommandé qu'on s'envoie à soi-même. Avec un cachet à la cire, ouais. C'est ça. Ouais. Mais le truc, c'est que mon proto, je pourrais le présenter. Sauf qu'il manque, on va dire, un truc assez principal au prototype qui s'appelle les illustrations. Mais après, c'est pas. Oui, c'est sûr que. Mais tu peux faire sans, on va dire que. Des belles illustres, c'est un habillage pour un jeu de société, mais c'est ce qu'on disait de toute façon tout à l'heure, pareil avec si ton jeu il a un bon concept, et ben l'éditeur va le comprendre, tu vois, c'est des éditeurs, tu vois, c'est pas des joueurs où tu diras oui, mais là il y aura une belle illustre, l'éditeur il a compris, c'est un proto, il en a vu des protos sans illustre. Évidemment qu'un auteur ne peut pas être complet, ne peut pas être dessinateur, coloriste. Donc si c'est ça qui te bloque, je pense que non, si tu as le concept, s'il est clair, si tu arrives avec ce qu'il faut, ben, ça match ou ça match pas, tu vois, mais te bloque pas sur les illustres. Justement, c'est à l'éditeur après de trouver un illustrateur, de le raquer, de payer le mec. Voilà, mais c'était surtout derrière. C'était quoi? Il y avait un illustrateur qui m'avait déjà répondu, mais j'ai senti le coup foireux. Parce qu'il nous disait quoi? Il nous disait que dans 6 mois, on devait déjà avoir prévu l'extension suivante. Donc moi je sais, oui, ok, on y a déjà. C'est pour ça, c'est au pire devant un autre éditeur. J'irai le voir, je lui dirai on a déjà une extension qui suit, on a déjà pas vraiment là de tête, on a. Alex, je crois que tu voulais dire quelque chose, non? Alors excusez-nous, en fait, il y a des gens qui sont autour de nous et qui s'amusent en fait pendant que nous on parle. Puisque Ils ont lâché une grosse perlose. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Donc vous pouvez voir que Kérim va essayer de reprendre ses esprits le plus possible. Mais en attendant, Alex, je t'ai vu que tu voulais dire quelque chose avant. Ouais, je vais ajouter une petite aparté par rapport à. Je reviens dans 5 minutes. Ouais, je t'en prie. Ouais. Par rapport à ce qu'il disait avant, par rapport aux jeux de société et tout ça, j'avais une excellente référence. C'est un jeu vidéo qui avait été fait en indépendant qui s'appelait Papers, Please. Je sais pas si vous le connaissez. Ça me dit quelque chose, ouais. En fait, c'est un jeu où tu es un mec qui garde une frontière, mais une frontière bien fermée. Hein. C'est clairement, t'as personne qui rentre, quoi. Et le jeu, en fait, avait un gameplay excellent, monstrueux, super dur parce que tu devais faire travailler tes ménages et tout ça. Mais graphiquement, le jeu était dégueulasse. Et pourtant, le jeu a eu un carton. Les mecs, ils se sont fait financer. Ils ont sorti après, The Revolution. Et ouais, après, quand tu parlais aussi des créations BD et tout ça, donc moi, j'avais essayé de faire des web-séries, mais les gens m'ont lâché. Hein, merci. Web-série, c'est autre chose, ouais, c'est vrai. Ouais, mais quand tu crées un univers, justement, ce que tu parlais, tout ça, justement, le personnage doit être attachant et tout ça. Alors moi, j'étais dans les trucs des DZ, Naruto et tout ça. Et une amie à moi avait réussi à me trouver une auteure de Pixar qui avait clairement expliqué que qu'est-ce qui fait qu'un personnage était attachant, c'est un personnage auquel tu t'identifies, que tu vois progresser, que tu vas voir devenir de plus en plus fort et tout ça. Tu sais que c'est le héros, mais au départ, il est au bas de l'échelle et après, il devient super fort. On le voit dans Naruto, c'est celui-là que je cite le plus parce que c'était un manga que j'avais adoré. C'était clairement Naruto, le cancre de l'école, l'abruti qui arrive à rien. D'abord, il maîtrise le multiclonage. Tu dis, il est quand même pas si nul que ça. Il bat après Kiba, il bat Neji, il arrive à battre Gaara en maîtrisant les invocations et tout ça. Il arrive au Rasengan, il arrive à battre des membres d'Akatsuki, il arrive à tenir à Pain en devenant le Sennin et tout ça. Tu te dis, il progresse. Et là où c'est le truc qui, après, on voit que l'auteur, il était en train de plus avoir d'idées, c'est clairement, en fait, non, t'es la résurrection d'un fils d'un dieu immortel, voilà, t'es un de tes pouvoirs. Et là, tu te disais, j'aime plus le personnage, il est trop pété maintenant, quoi. Mm-hmm. Et c'est ce que je reproche aussi un peu à DBZ, c'est qu'au départ,
tous les personnages étaient importants, même que ce soit Yamcha, Tenshinhan ou Krillin, tu disais ils étaient importants jusqu'à la bataille contre les Saiyans parce qu'ils tenaient bon, quoi. Ok, ils se sont fait meuler la gueule, mais ils tenaient bon, Mais après, dès que Sangoku et Vegeta étaient devenus beaucoup trop forts, tout reposait sur eux et les autres ne servaient plus à rien. Et tu te disais juste, qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Ils servent plus à rien. Dégagez-les. Ils sont là pour faire joli, hein, et pour vendre peut-être des figurines ou autre. Ouais. Après là, en fait, c'est quand tu analyses, c'est qu'on peut pas reprocher, parce qu'en fait, le shonen neketsu dans le Jump a des règles, et c'est comme ça, et c'est vrai que tu remarqueras, le but, c'est de ne jamais montrer, l'éditeur, les Tento, conseille à tous les auteurs, et c'est comme ça que ça se fait depuis la nuit des temps, de ne jamais révéler d'où vient le héros. Tu vois, il faut toujours se laisser une porte de sortie quand dans 10, 15, 20 tomes, il faudra relancer les ventes, parce qu'en fait, il faut se mettre à la place de ces gars ou ce système. C'est tous les mois, donc que je dis tous les mois, toutes les semaines, il y a des notes. Il faut être le numéro 1. Et donc en fait, quand tu regardes Toriyama, il a créé Sangoku, Dragon Ball, c'est un mec avec une queue de singe, parce que c'était une dédicace au compte chinois. Arrivé au bout de 15-16 tomes, et ben c'est vrai que comme il a jamais dit, on ne sait pas qui sont ses parents, on ne sait pas d'où il vient, et bien au bout de 15-16 tomes, quand Sangoku est devenu le plus fort de la Terre, et qu'il fallait peut-être donner une autre dimension, ben tiens, on va le faire extraterrestre. Et moi, en tant qu'auteur, je sais très bien que Toriyama n'a jamais écrit, dès la première page du tome 1 de Dragon Ball en 86, il y aura les Saiyans. Tu vois, c'est pareil pour Naruto, c'est pareil pour Luffy. Luffy, t'apprends très tard qu'après, c'est le fils de dragon, qu'il a 2 autres frères et tout. C'est une façon d'écrire à la Jap, à la Shonen Jap, je parle, parce que les autres mangas ne font pas ça. C'est, tu fais ton héros, tu ne révèles rien, il est toujours orphelin. On sait pas d'où il vient. Comme ça, on sait jamais, quand tu vas être un peu 2e, 3e dans les ventes, tu trusteras, tu t'imagineras un nouveau truc. Donc c'est vrai qu'on peut reprocher en tant que lecteur, dire, tiens, là, j'ai suivi une histoire et puis ça part complètement live. Mais ils sont quand même assez forts pour, parce que moi j'avais vu la feinte de Sangoku extraterrestre, c'était pas possible. Mais mine de rien, c'est le DBZ, c'est une fois qu'il est Saiyan que j'ai surkiffé, tu vois. Donc, ça je suis d'accord. Voilà, ces mecs arrivent à partir d'un truc où on part, il faudra le faire évoluer selon les ventes, selon le retour du public, selon la concurrence. Mais en fait, à chaque fois, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que même en calculant, si tu es bien entouré, si tu fais les choses bien, regarde, le Saiyan a été inventé parce que Toriyama, il en avait marre de colorier les cheveux noirs de Goku. On est en train de parler de ça, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que... Non, les origines, ça me dérange pas. C'est pas vraiment. Ça rajoute vraiment du drama. Quand moi, par exemple, j'ai vu que Naruto était orphelin, que c'était le père de Minato et de Kushina. Quand moi j'étais derrière ces pages, j'avais les larmes aux yeux. Je me dis, c'est beau, quoi. Mais tu vois, ça, on le voit qu'à partir du tome La mère de Naruto. Enfin, tu vois, t'as pas eu un visuel. Il y aurait une petite photo dès le tome 1 ou 2. Là, moi, j'aurais applaudi Kishimoto en tant qu'auteur en disant, il avait tout prévu. La mère de Naruto, elle prend. Et d'ailleurs, les scènes que tu dis, elles sont importantes, mais elles arrivent tard et il n'y a jamais eu la queue d'une petite amorce de ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme on appelle. Il y en avait une. Il y en avait une. Ah bon? Quand Itachi et Kisame viennent chercher Naruto et que Kakashi leur demande qu'est-ce que tu es venu faire ici, il y avait Itachi qui avait dit nous sommes venus chercher l'héritier du 4e. Ah oui, ouais, mais c'est dans quel tome ça déjà? Le 16e. Voilà, tu vois, 16 tomes de 200 pages, c'est beaucoup dans une histoire quand même. Ouais, c'est ça que je veux dire. Tu m'aurais dit dans le tome 2, je t'aurais dit, voilà, c'est nickel, mais non, c'est ça que, mais encore une fois, là, c'est un auteur qui parle. Moi, en tant que lecteur, j'ai kiffé. J'ai kiffé Dragon Ball, j'ai kiffé, voilà. Voilà, si on analyse pour les gens qui écrivent des histoires comme toi ou quoi, c'est vrai qu'il faut, c'est pas moi, je sais que c'est pas ma façon de faire, mais c'est très japonais et ils sont très doués en fait. C'est ça surtout, c'est qu'ils sont très forts pour faire ça, pour arriver à te sortir un truc what the fuck et qui te relance la série. Ils sont bons pour ça. Alors je me permets de vous couper juste parce qu'on a pas mal de questions en fait dans le chat pour Renaud. Donc on avait une question. Ouais. Moi je décolle par contre, j'ai de l'administratif à régler, donc je vais vous laisser entre vous. Je vous souhaite un bon dimanche et c'était sympa de vous avoir tous revus et encore merci pour les lives et tout et aussi heureux d'avoir rencontré Renaud alors. Merci, toi aussi pareil. Allez, à plus. Ciao. Bon dimanche, ciao. Alors on avait un message de Nickel qui demande concernant la publication des tomes de Dreamland pour Renaud, il n'est pas difficile de tenir la cadence, on sait qu'il bosse énormément sur son manga, mais comment gère-t-il son organisation pour finir à temps? Déjà je finis pas à temps parce que
Ben oui, oui, c'est dur. C'est ce qui, quand j'ai commencé, moi j'avais juste envie de faire mon petit manga et voilà, comme plein de gens. Mais en fait, c'est vrai que tu te renvoies. Si personne l'avait fait avant en France, c'est que la structure elle est pas faite pour envoyer du 200 pages tous les 6 mois. Et si en France, la franco-belge, tu fais 48 pages en un an et t'es considéré comme une sortie rapide, c'est pas pour rien. Faire de la BD, et quand je parle de la BD, c'est le manga, c'est le format. Faire de la BD, ça prend du temps. Raconter une histoire, avoir une bonne narration, positionner les bulles, faire les décors, travailler ses persos, les caractères, ça prend un temps fou. On est souvent tout seul. Et donc, du coup, forcément, dès que tu arrives à un tome qui fait 200 pages, ça prend énormément de temps. Donc, en fait, moi, j'ai travaillé d'une façon différente pour chaque tome. J'ai eu mes deux potes, Romain et Salim, qui m'ont aidé au décor du tome 1 au tome 15, tu vois, parce qu'ils m'ont dit, ben, tu pourras pas tout faire tout seul. Donc nous, pendant qu'on fait les décors où il y a les poteaux électriques et tout, ben, toi, tu te consacres sur la narration, sur les conneries qu'il y a dans les bulles, parce que c'est ce que les gens vont retenir. C'est ce qu'on disait. C'est un décor, s'il est mal fait, tu vas le voir direct. S'il est bien fait, tu vas pas le voir, tu vas dire la connerie. Tu vois, c'est le truc ingrat. Le décor, il doit être trop beau pour que le lecteur le balaye, qu'il sache où il est, mais en fait, il faut qu'il soit accaparé par l'action et les personnages. Donc en fait, voilà, on s'est battu pour qu'ils aient des contrats d'assistants, parce qu'en France, tu es soit scénariste, soit coloriste, soit dessinateur. Mais assistant, savais pas. Donc du coup, ouais, moi j'essaie, maintenant je suis revenu tout seul. J'ai fait du 17 au 19 tout seul, le 20 aussi là. Là maintenant je commence à rechercher des assistants décor parce que je vois que je veux sortir. J'aimerais accélérer le rythme de parution. J'aimerais en faire deux dans l'année. Là aujourd'hui, je fais du 12 heures par jour tous les jours non-stop et en fait voilà, je fais mes les tomes de Dreamland sont gros, faut dire. Ils font pas que 200 pages, ils sont un peu plus gros. Puis il y a beaucoup de couleurs. C'est moi qui me le suis imposé de toute façon. Mais c'est vrai que ouais, la question, il faut avoir une discipline de fou. Et en fait, c'est ce que je dis souvent, tu vois, ça fait 15 ans que je bosse. En 15 ans, j'ai dû prendre en tout cumulé 3 mois et demi de vacances. Tu vois, sinon tout le reste, c'est tu fais que t'as fait. Ben parce que chaque année, en fait, c'est tu débutes au début, tu sais pas trop. T'arrives, t'avances, tu es dans le milieu pro, tu sais pas. Il y a plein de gens qui critiquent. Ta BD, elle est lue par d'autres gens que tes potes. Donc d'un coup, tu comprends pas trop. Donc en fait, après, tu es confronté aux chiffres. Tu vois plein de potes qui arrêtent leur série où on leur dit, ben non, tu vends pas. Et toi, tu es là, tu es en train de survivre. Donc tu dis, putain, il faut que je mette les bouchées doubles parce que le poteau, il s'est fait arrêter sa série. Il est pas moins fort, voire plus fort que moi. Qu'est-ce qu'il fait? Donc en fait, tu vois, moi, je suis passé par toutes les années, il y avait des étapes à faire, à dire, ben non, faut que tu travailles de plus en plus. C'est en train de prendre. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de festivals pour aller chercher le lecteur de manga qui ne jure que par Naruto et One Piece, s'en battent les couilles de Dreamland, surtout à l'époque, et c'était normal. Donc du coup, c'est vrai que c'est beaucoup de taf. Mes proches pourraient le dire, hein, mais après, je l'ai choisi. Personne m'a mis le couteau sous la gorge en disant fais un manga. J'ai choisi délibérément de faire ce format et tous les auteurs que tu pourras un jour interviewer qui font du manga et qui sont français disent que c'est beaucoup de travail, mais on l'a tous choisi et on se régale. Mais c'est vrai qu'avec Dreamland, ouais, j'ai pas mal évolué et puis maintenant qu'il y a le succès, eh ben on pourrait croire que tu te reposes, tu pourrais dire bah c'est bon, tu sais quoi, je peux te sortir un tome tous les 2 ans, je mange bien et tout, mais en fait non, quand tu sens que tu as le public derrière et que du coup ils sont appropriés les persos comme toi c'est tes héros en fait, moi mes lecteurs ils parlent de Terrence et de Savane comme moi je parlais de Goku et Vegeta, ça me fait toujours trop bizarre. Mais en même temps là je le vois, je suis en train d'écrire le chapitre 200. Et ben 200 chapitres avec les mêmes persos, c'est pas rien, c'est pas une petite série, tu vois. Donc même ça me fait ça me galvanise et je travaille encore 2 fois plus parce que je sais que les gens ils attendent, je sais que mes personnages ils se régalent, je sais que l'histoire est là, donc en fait voilà c'est beaucoup d'heures de taf. Clairement, tu veux faire du manga, tu vas vraiment pas dormir. Ouais, c'est sûr que c'est beaucoup de boulot. Bah, je vais prendre une autre question et là c'est peut-être plus, enfin c'est vraiment plus l'auteur qui va peut-être y répondre. Il y avait quelqu'un, donc Batman, qui se pensait, enfin qui te posait la question. Donc est-ce que tu pourrais expliquer, si évidemment tu le sais, hein, l'intérêt économique du Weekly Shonen Jump et si c'est un concept qui pourrait marcher en France? Alors, moi je peux répondre à cette question parce que je suis allé plein de fois au Japon et j'ai rencontré et je connais plein d'éditeurs. Le principe du Wiki Shonen Jump, c'est donc ce qu'on appelle la pré-pub, c'est quelque chose qui a toujours existé, même en France, et c'est ce qui
fidélise les lecteurs, c'est ce qui feuilletonne, qui donne cette attente. On le voit avec les séries audiovisuelles américaines, c'est le même délire. Ben, nous, la prépub, on connaît ça depuis très longtemps. Hein. Tu avais ta page d'Astérix, ta page de Spirou, dans les journaux et tout, à la fin, toutes les semaines, tu avais une page. Et après, les tomes sortaient en recueil, comme au Japon en fait. Donc au Japon, c'est des chapitres. Donc c'est vrai que ce système permet un bon rythme, c'est-à-dire que l'auteur, il a une deadline toutes les semaines. Après, il faut avoir conscience que tu dois avoir entre 3000 et 4000 auteurs et 4000 titres de manga tout réunis au Japon. Des séries et des auteurs qui sont dans le Shonen Jump et qui sont en hebdomadaire, t'en as 20. 20, allez, vas-y, on dit 30 pour dire que c'est 1% en fait de ce qu'est un mangaka japonais. Donc c'est vrai que souvent, nous, on nous compare en nous disant « Ah, vous allez moins vite que Naruto, que One Piece. » Ouais, mais même les auteurs comme Oda ou Kishimoto, au Japon, ils font partie du 1% où ils ont une écurie, ils ont 10, 5, 6 gars qui les aident. Après, c'est un système qui est comme ça au Japon. Pour connaître, ça arrivera jamais en France, ça arrivera plus en France parce que c'est pas économiquement viable, mais même au Japon. Il faut savoir qu'au Japon, tu dois avoir 300 magazines de pré-pub, tout confondu, les mensuels, les shoujo, les machins avec tenus par une quinzaine d'éditeurs, tu vois. Sur ces 300, il y en a qu'un qui est dans le vert et qui ne tire pas à perte, c'est le Jump. C'est le Jump avec toutes les séries. Mais même le numéro 2, celui de la Kodansha, où il y a Fairy Tail, l'Attaque des Titans, ils ne gagnent pas d'argent, ils sont dans le rouge. Sauf que au Japon, tous ces autres magazines, les 300 autres qui survivent pas, les Japonais gardent ça parce qu'en fait, c'est une vitrine, ça fait partie de leur com, en fait. Ils le considèrent comme de la pub, en fait. Tu vois, tu te balades au Japon, je sais pas si vous y êtes allé, c'est ça, t'es accaparé par toutes ces couves de magazines et tout. Donc, même si tu perds l'argent, il faut que tu y sois. Donc, en fait, la pré-pub, c'est la façon de faire la pub au Japon. Mais ils font pas ça pour gagner de l'argent ou pour avoir un retour sur investissement, puisqu'aujourd'hui, il y a que le Jump avec les séries qu'on connaît qui arrive à sortir l'eau de la tête de l'eau. Donc même le numéro 2, qui est la Kodansha, qui a des grosses séries, ça pré-pub. Donc je parle bien du magazine de pré-pub, il tire à perte. Après, les séries se vendent et tout, mais c'est pour ça qu'en France, t'imagines, pour que tu sois rentable, il faudrait que tu aies toutes les grosses séries, et c'est pas sûr parce que ça fait plus partie de notre culture. Donc non, un magazine de pré-pub, je le conseillerais pas, et les éditeurs le font pas parce qu'ils le savent. Ils ont ces chiffres comme moi. Ils savent très bien qu'au Japon, les magazines de pré-pub, c'est pas la fête en fait. Ça existe et ça existera toujours, mais ils sont pas rentables. Voilà. Super. Bah écoute, les gens te remercient pour cette intervention sur le V-Jump. Il y avait aussi une question, alors je sais que tu y as un petit peu répondu, mais il y a quelqu'un qui te demandait quand va sortir le prochain tome de Dreamland. Eh ben, quand il sera fini, je comprends l'attente et tout. Puis c'est vrai que, en fait, si vous demandez quand il va sortir, c'est que j'ai pas la réponse. Parce que dès que j'ai la date, je la donne, en fait. Tu vois, elle arrive souvent 3-4 mois avant. Donc, tant qu'il n'y a pas de date, tant que moi, j'ai pas donné de date, c'est que même moi, je peux pas vous dire parce que je suis dans la réa. Je suis en pleine réalisation. Et il y a tellement de facteurs qui font que, si demain je me pète le poignet, je pourrais pas continuer. Donc tu vois, tant que moi j'ai pas fini les pages, que j'ai pas tout envoyé à Pika et que Pika prévoit pas un planning, il n'y a pas de date qui est lâchée. C'est pas du top secret parce que une date de manga, tu la lâches 3-4 mois avance. Et voilà, il n'y a pas de date du tome 20 parce que je suis en plein dessus. C'est sûr qu'il arrivera en 2021. Quand, je sais pas. Il faut savoir que je prends pas mal de retard avec le confinement. Avec le confinement qu'il y a eu, mais même finalement, ça joue là, vu que, comme je disais, je travaille d'habitude 12 heures par jour, mais là, comme j'ai tout le monde à la maison, je travaille beaucoup moins. Donc du coup, il y a un impact sur le rendu. Donc le tome 20, c'est pas pour tout de suite. Je suis dessus, mais je sais pas quand je vais finir. Ok. Bah écoute, j'espère que pour ceux qui nous regardent, et je vois qu'il y en a pas mal, vous avez eu la réponse à votre question que c'est pas pour tout de suite. Nous, on arrive bientôt à la fin en fait de notre live, hein, puisqu'il va être 16h, on va devoir enchaîner sur notre live sur l'e-sport. Donc en fait, on va couper le live et on va démarrer un autre live. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé avec nous. Pas de souci, merci à vous. C'était vraiment cool, voilà, de pouvoir aussi parler avec toi de ce qui se passe aussi au niveau du Japon. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions justement sur comment ça se passe en France, au Japon, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et j'espère que tu as passé un beau moment avec nous.
Écoute, c'est passé vite, donc c'est que ça s'est bien passé. Effectivement, les gens, ils nous disent toujours que ça passe très vite quand on est avec nous. C'est assez marrant. Kérim, je sais pas si tu as un petit mot à nous laisser avant qu'on quitte. Ok. Non. Non, bah là c'était surtout c'était surtout vis-à-vis de Renault, moi c'est après bah moi j'ai pu en parler pour ceux qui voulaient de l'édition au niveau des jeux, ce genre de choses, parce qu'en soi ce sont deux choses qui peuvent se rejoindre tout en étant différentes. Et je te jure, j'essaie de garder ma concentration. Alors pendant que Kérim est en train de réfléchir, je lis juste un des commentaires. Il y a quelqu'un qui demande comme en vraie convention je tente Renault, peux-tu faire une dédicace? Alors attends, mais il faudrait que j'ai mon Une stylo. feuille et un stylo. Ouais, ça va se trouver. Alors celui qui pose la question, c'est Batman, ça s'écrit B-A-P-T-M-A-N. C'est pas comme Parce qu'il veut une Batman. mais là je vais juste faire un dessin, mais je vais pas faire la dédicace pour. Oui, non, je pense pour qu'un voilà. dessin, ça devrait le faire. Attends, parce que du coup, vous allez la voir. Il faudrait qu'elle soit comme ça. Je vais bloquer le Tac. Alors attends. Vous pouvez tous admirer un dessin en live de Renault. Alors je sais pas si tu m'entends encore pendant que tu dessines. Vas-y, ouais. Ok, donc bah c'est super si tu m'entends encore pendant que tu dessines. Donc j'ai mis le dessin en grand. Je sais pas si tu le vois. Donc, Ouais. voilà, il prend tout l'écran. Donc voilà, tout le monde peut voir. Tout le monde peut voir ta main en fait en train de dessiner sur le papier. Ok. Voilà. Donc moi je remercie encore une fois tous ceux qui nous ont suivis. Donc là en fait on va couper le live une fois que ce sera fini et on va enchaîner sur notre autre live qui lui sera sur tout ce qui est e-sport et jeux vidéo. Voilà, donc on va discuter culture e-sport, un petit peu les jeux Fortnite, Valorant, etc. là qui sont en train de cartonner à l'heure actuelle. Normalement, on aura encore aux alentours de 18h, 20h un autre live sur lequel on va vous présenter vraiment en live des jeux. Et on aura peut-être une phase de quiz qu'on va essayer de faire avec vous aux alentours de 20h. Et je vois que beaucoup de personnes sont en train de commenter dans le chat en demandant justement pour Bishmark, donc Bishmark Gaming, qui sera présent avec nous à partir de 16h, donc pour le prochain live e-sport. Donc voilà, si vous voulez le suivre lui aussi, restez connectés. On aura quelques minutes de retard, le temps qu'on relance le live et qu'on fasse venir les invités. Et comme vous pouvez le constater, Renaud dessine quand même relativement vite. Hop. Puisque ça t'a pris moins de 5 minutes pour faire ça. Voilà. Donc, écoute, je vais juste revenir. Non, je pense qu'on va même s'arrêter là-dessus. Si c'est bon pour toi, Renaud, moi je te remercie encore une fois. Pas de souci. Et si jamais, on aura peut-être l'occasion de faire d'autres lives avec toi pour parler peut-être manga japonais, si jamais ça t'intéresse. C'était assez intéressant justement ton point de vue sur la façon dont est développé les mangas au Japon. Je pense que ça pourrait faire aussi des lives. Oui, après c'est les shonen. C'est les shonen, oui. Les mangas, c'est pas tous les mangas. Ouais. Au niveau des shonen, effectivement, moi je suis plus seinen perso, mais effectivement c'était pas mal. Donc je vais couper le live directement sur ton dessin. Donc tu me dis quand t'es prêt pour qu'on arrête tout. Ben écoute, voilà, quand tu veux. Écoute, je te remercie et on se tient au jus pour peut-être un prochain live si jamais tu es disponible. Et ça marche. Tu peux aussi nous suivre encore toujours sur Twitch et sur Facebook si tu veux voir les autres lives qu'on va faire.
et je te souhaite une bonne journée. Ben, moi aussi, bonne fin de convention et à bientôt. Alors, merci. Super, merci à toi.